Bonjour à tous et bienvenue sur Castagne FM, le podcast qui parle de bagarre. Je suis avec Jérémy. Bonjour Adrien. Salut Jérémy, tu m'as manqué à la dernière émission. Ah oui, je pouvais pas être là, désolé, la famille. La famille. Aujourd'hui, on reçoit Gilles Arsène. Salut Gilles. Salut. Est-ce que tu vas bien ? Toujours. Écoute, ravi d'être avec toi aujourd'hui. Alors pour une fois, on n'est pas dans le studio Castagne FM, on est au Maccabi, salle de sport et d'entraînement où tu es prof. Exactement, à République, Paris, 10e. Eh ben super. Écoute Gilles, pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce qu'il y en a peut-être, je te laisse te présenter. Eh bien, je m'appelle Gilles Arsène, j'ai 47 ans. J'ai commencé les sports de combat par le judo, assez jeune, vers 10 ans. J'ai fait beaucoup de compétitions au niveau départemental, après régional, interrégion. Après, j'ai eu un souci au cervical, donc en fait, j'ai dû arrêter le sport de combat. J'ai eu quelques opérations un peu lourdes, et puis en fait, j'ai arrêté tout le sport en général. J'ai revu beaucoup plus tard, vers 16-17 ans, et là, j'avais quand même encore une appréhension suite à tout ce que j'avais subi. Et donc, j'ai pas pu reprendre le judo, mais j'avais besoin quand même un peu de contact. Donc, j'ai choisi la boxe anglaise. Et puis donc j'ai boxé un petit peu, et puis finalement le loisir s'est passé à amateur, où j'ai boxé en amateur. Et comme en parallèle je faisais des études d'art plastique, alors bon, le carton en dessin et le sac de boxe, c'était pas tout à fait conciliable. Enfin, c'est bien pour draguer les filles, mais bon, le problème c'est qu'au niveau de la préparation et tout, et des cours de dessin, c'était pas évident. Donc à un moment donné, j'ai dû arrêter à cause de mes études, la boxe le week-end, parce que généralement les combats c'était le week-end, pour en fait reprendre la boxe en loisir. Et c'est là que j'ai décidé de reprendre le judo. Et donc en judo, durant mes entraînements, il y avait des cours de ninjutsu. Parce qu'à l'époque, le ninjutsu, c'était un peu le truc à la mode dans les années 90. T'avais quel âge à peu près à ce moment-là ? J'avais une vingtaine d'années. Donc c'était un peu mystérieux, etc. Et donc, moi, juste ma question, parce que c'était pas pour toi, ça te paraît sûrement très clair, mais tu as eu donc un problème au cervical. J'imagine que tu as arrêté le judo par rapport à ça, à cause de exactement. Ça. Mais la boxe, c'est quand même assez demandeur. Oui, mais bon, en même temps, j'avais besoin de contact, mais pour le cervical, c'est pas le top quand même. C'est sûr, mais bon, le judo, c'est pire encore, parce qu'il y a un tirage, tout ça, donc c'est du corps à corps. Ouais. Alors que la boxe, il y a les chocs. Mais pour moi, voilà, c'était un contact, je dirais, plus light que le judo, quoi. Encore une fois, au niveau du corps à corps. Au niveau du dos, surtout. Ouais. Voilà. Ok, donc là, tu fais du ninjutsu ? Alors, je fais du judo et du ninjutsu. Alors, en ninjutsu, je fais ça de manière un peu, c'est curieux, c'est marrant. Enfin, je m'entraîne là-bas. Et c'est quoi le délire ? Genre, t'apprenais à te cacher ? Non, pas du tout. On te faisait faire des roulades. Tu te fondais dans le décor. Et non, parce que c'était une forme. En fait, quand j'ai vu ça, c'était une forme très jujitsu. D'ailleurs, très jujitsu à Corio, parce que c'était Philippe Barthélemy, qui enseignait ça. Et donc, moi, c'était pas du tout le côté ninja, les mecs qui sautent en l'air et tout. Parce que nous, c'est ça qu'on non, j'ai pas eu ça du tout. C'était plutôt des techniques de corps à corps, des clés de bras, tout ça. Donc, pas du tout l'aspect cinéma. Et puis, puis c'est là que j'ai rencontré des gens qui pratiquaient le Kempo. Donc, il y avait Ali Mioubi, Mohamed Temar. Et donc c'est vrai que eux, par rapport à mon passé de boxeur et puis de judoka, ils m'ont dit tiens, tu sais que nous on organise des tournois mixtes dans les règles de Kempo. Les premiers tournois mixtes en fait d'arts martiaux qu'il y avait en France, ça remonte dans les années 90, les amis. C'est vieux. On parle de MMA en fait. On parle de MMA light. Ouais, non, apparemment c'est un pot pourri en fait là qu'il explique. C'est complètement différent. C'est-à-dire que c'est sous les règles du Kempo, mais en gros t'amènes ce que tu veux. C'est ça. Il n'y avait pas les règles du MMA. Il y avait même non, pas le principe bien du sûr que non. Des frappes au sol, tout ça en fait. Voilà, c'est ça. Par contre, il y avait des combats d'élite où là les coups étaient portés au visage. Attention, il y avait le côté plus light où il y avait que des coups au corps, version un peu Kyokushinkai, plus de la lutte. Voilà, ouais. Et après il y avait combats d'élite donc avec des gants. Et donc des frappes au visage. Des gants de boxe. Ouais, des gants de boxe, parce qu'au début, il n'y avait pas encore des gants en main ouverte. Pas de mitaine, ouais. Et donc, moi, ils m'ont invité à participer au deuxième Open. Il y avait eu un premier, et je connaissais pas. Et donc, j'ai remporté, parce que grâce au judo, et surtout la boxe. Le fait d'être boxeur, puis je suis gaucher, j'ai une bonne frappe, c'est vrai que ça m'a un peu sauvé par rapport à d'autres pratiquants qui venaient du kung-fu, il y avait du judo, des vodao. Enfin, c'était marrant, c'était un peu Bloodsport. Version gymnase. C'est ce que j'allais dire, ça aurait pu donner un peu une ambiance un petit peu étrange de sous-sol clandestin. Comment il s'appelait ? C'était Frank Dux, non ? Ouais, c'est ça. Dux, ouais. En plus, tu venais du ninjutsu, c'était exactement ça. Exactement, ouais. Et donc. C'est notre Vandame à nous.
Non, non, pas à ce point-là. Enfin, moi, j'étais plus, ouais, j'étais pas étiqueté vraiment jiu-jitsu, j'étais plus Boxe. judo. Enfin, voilà, j'étais plus le mec qui passait dans le coin pour. Donc voilà, donc je me suis débrouillé, j'en ai remporté un. Après, il y a un second, j'ai remporté aussi. Il y a un troisième que j'ai remporté, mais là, cette fois, avec les couleurs de jiu-jitsu. C'était le premier tournoi auquel j'ai participé, vraiment avec le kimono de jiu-jitsu brésilien. C'était en 98, je crois. Et donc là, tu avais commencé le jiu-jitsu brésilien à cette époque-là, ça Ouais. fait quelques temps? Combien de temps? Alors le jiu-jitsu brésilien. Donc, le. Tout est très compartimenté dans la vie de Gilles Arsène parce que on voit qu'il est passé par beaucoup d'étapes. Donc Bah, après le ninjitsu, Alors, tu as ce qui, découvert alors le jiu-jitsu ce brésilien. qui se passe, c'est qu'à un moment donné, bon, je reprends un peu le judo sérieusement. Et mon prof de judo me dit, bon écoute, tu t'es bien amusé là avec tes amis, mais bon maintenant faut un peu refaire les choses sérieusement. Donc c'est Pierre Dragimbert, professeur dans le 15e arrondissement. Et donc il m'a dit, bah écoute, je voudrais bien que tu intègres un club un peu sérieux, enfin compétiteur de judo. Et donc c'était le PUC à Paris, l'équipe du PUC. Et donc j'ai intégré et pour vraiment reprendre une carrière de compétiteur de judo. Et à ce moment-là, le jiu-jitsu brésilien est arrivé, dans le sens où on a commencé à voir, comme tout le monde, les vidéos qui circulaient de combats libres. Mais surtout, c'est Erickson Gracie. C'est-à-dire que quand Erickson Gracie est arrivé, il a fait un stage à Paris, c'était en 95. Donc chez Tissier, au cercle Voilà, Tissier. en 95. Et donc, c'est vraiment, tout est parti de là. Les pionniers vraiment du jiu-jitsu brésilien se sont retrouvés sans se connaître évidemment, et donc voilà, tout est parti de là. Et enfin, c'est Guy Mielo, faut le rappeler quand même, c'est Guy Mielo qui a apporté le jiu-jitsu brésilien en France, hein, Erickson Gracie. Et donc après, Christian Derval, qui était professeur de judo, nous a proposé justement un encadrement, je dirais, au niveau de l'entraînement sérieux, quoi, pour tous les jeunes pionniers, enfin passionnés, pionniers, c'est un grand mot, hein, que nous étions. Donc vraiment, l'histoire a Vous commencé étiez combien là dans cette Alors, salle du cercle Tissier en 1995, parce que bon, il y a pionniers et pionniers, dans le sens où il y a des gens qui étaient là, mais pour moi qui n'ont pas continué l'histoire du jiu-jitsu brésilien vraiment. Ils ont été là, ça on peut pas le nier, mais bon, ils ont un petit peu pris d'autres chemins. Donc les gens, à ma génération en 95, il y avait Thierry Richvas, il y avait Aziz Chirigui, il y avait évidemment Christian Derval, il y avait Guy Mielo, bien sûr, son fils, et il y avait Éric Lavigne qui venait de la lutte, il y avait Daniel Cognam qui venait de la boxe, et donc tous ces gens-là en fait ils sont intéressés au jiu-jitsu. Donc certains, donc pour les boxeurs et les lutteurs, ils sont plus intéressés pour le côté MMA. Et nous, Parce que ça commençait à trembler, ça commençait à frémir un peu en France. Il y avait cette volonté d'aller vers le MMA. c'était Ou c'est juste par rapport à ces Voilà. cassettes qu'on avait vu circuler tous, hein, de l'UFC. Alors, honnêtement, les deux tendances, parce que les compétitions que nous faisions en Kempo, là, dans les règles de Kempo, bon, c'était du MMA avant le MMA, enfin dans le sens où c'était. Mais nous, on n'avait pas conscience de ce qu'on faisait. En fait, on participait à des compétitions d'arts martiaux mixtes, en kimono, donc c'était pas très. Puis il n'y avait pas non plus un très haut niveau, quoi. C'était pas, il n'y avait pas encore la fine fleur des sports de combat C'était les français qui débuts de l'UFC. participaient. Je veux dire, quand on regarde aujourd'hui les premiers combats, enfin c'est à pleurer. Hein, je veux dire, Ouais. ça devait être un peu du même principe, mais- du même niveau, quoi. Mais pour nous, on n'avait pas encore fait le parallèle avec l'UFC. C'était vraiment des tournois mixtes d'arts martiaux. Ah, vous faisiez ça en toute innocence. C'est ça, Ah, exactement. c'est beau. Ouais. Et marrant. c'est après, avec l'UFC, l'arrivée de l'UFC, qu'on a pris conscience que, ah bah tiens, quelque part, bon, ce qu'on fait, c'est pas aussi hard, évidemment, de ce qui se passe là-bas, mais c'est un peu dans le même esprit. Et suite à ça, donc, voilà, Guy Mielo nous a proposé, donc en début 96, en fin 95, et donc il nous propose aux gens qui ont participé au stage de partir donc à Rio combattre. Mais bon, c'était plus pour apprendre que combattre, évidemment. C'était, voilà, il nous offrait, il nous proposait, il nous offrait pas, un séjour à Rio pour découvrir le jiu-jitsu, s'entrer dans les académies et combattre. Donc au mondial de jiu-jitsu, comme nous allons être la première équipe de France, mais bon, équipe de France dans le sens équipe de France de touristes. Ah, mais, c'est beau quand même. C'est Ouais, une espèce bon. de légende, quoi. Et donc, tu y allais? On y a été, Donc, bien sûr. Tu as fait partie de la première équipe de Exactement. France Ouais. de jiu-jitsu brésilien. Ouais. C'est Donc magnifique. c'était assez marrant. Et donc, il y avait Guy Mielo, donc Christian Derval qui servait un peu de directeur technique et qui encadrait tout ce petit monde. Et Éric Melin, c'est un garçon qui s'entraînait au Certicier qui venait du jiu-jitsu traditionnel, je crois. Daniel Cognam, Éric Lavigne, Aziz Chirigui, Gaël Koadik qui lui venait il venait d'autres disciplines. Enfin, il avait fait du judo, je crois. Et puis il y avait moi-même.
Et puis il y avait qui d'autre encore je crois que c'est T'as déjà Eric une- Lavigne, j'ai dit. Oui, Ouais, Eric t'as Lavigne. déjà une bonne mémoire des noms, hein, parce que 95, ça date un peu. Hein. Mais bon, c'était la naissance du. Enfin, tu te rends compte, tout le monde s'en rappellerait. Non, mais bien sûr. Ouais, je sais pas, hein, 23 ans après, franchement, Et malheureusement, Thierry Rigeras n'était pas avec nous, mais je tiens quand même à souligner que Thierry fait partie des pionniers du Jiu-Jitsu, hein, même s'il n'est pas venu à Rio. Mais quand tu dis on était la première équipe d'équipe de française, pas de mais équipe française à participer aux mondiaux de jiu-jitsu brésilien, qu'est-ce que vous y connaissiez? Rien. Il y avait Rickson Gracie. Non mais faut être honnête, Rickson Gracie, vu, vous l'avez. Alors, On voit honnête- nous comment ça se passe les stages aujourd'hui. Enfin, c'est très sympa, Bah. tu fais de jolies photos et tout. Mais bon, enfin, si tu retiens un millième de la technique qui a Alors. été montrée sur la dizaine, qu'est-ce que vous avez appris Alors. avec... Ce qui est génial, c'est que leur petite histoire, donc les Brésiliens de leur côté, donc c'est quand même leur premier championnat du monde, hein, parce que c'était les premiers championnats du monde de Jiu-Jitsu. Donc ce qui est assez drôle, c'est que eux, ils ont dit, il y a une équipe de France qui va venir, composée de judokas. Alors là, ils sont imaginés Ça va être des mecs de monstres. l'INSEP, excellence. Enfin, voilà, vraiment. Ils avaient un boxeur dessinateur, ils avaient... Et donc ils se sont dit, non, vraiment, ils étaient quand même assez. énorme. Voilà. Et donc ils nous ont vus. Ils nous ont vu un petit peu à travers les académies quand on s'entraînait. Enfin, ils ont vu qu'on en était, le niveau qu'on avait. Donc, attention, on avait quand même quelques bases. On a tous fait du judo, donc voilà. Mais évidemment, on n'avait aucune base en jiu-jitsu. Dès qu'on se retrouvait dans la garde, on se demandait qu'est-ce que c'est que ça. Enfin, on se prenait des clés de bras, on ne savait pas pourquoi. Enfin, Ouais, bon, c'était pas. une ceinture noire de judo, quoi. Une Exactement. ceinture noire de judo qui découvre le premier cours de jiu-jitsu Exactement. brésilien. C'est Voilà, normal, voilà. c'est comme ça. C'est Voilà. pas le même sport. Hein. Bon, mais bon, on y a été. Moi, je dis toujours, on a été avec le cœur. Hein, c'est-à-dire qu'on voilà, et c'était. J'aime cette époque parce qu'il y avait quelque chose d'humble dans notre démarche. Hein. C'est-à-dire on arrivait, on est là pour apprendre. On Bien savait qu'on sûr, était nuls, évidemment. on était vraiment là pour apprendre. Chaque technique, c'était une découverte. Et vous êtes tous fait plier, tous sortir au premier combat? Non. Ou vous avez fait des résultats un Non, peu? il y en a un seul qui a fait un tour. C'est Aziz Chirigui. Aziz Chirigui, parce qu'à ce moment-là, on nous propose de combattre dans différentes ceintures. Étrangement, alors moi, on me propose de combattre de ceinture noire. Peut-être parce que j'avais fait du judo. Christian Derval, pareil. Eric Lavigne, pareil. Ah oui, ceinture noire. Hein. J'ai perdu contre Barbosa, qui d'ailleurs a fait champion du monde. Enfin, ça aurait pas été lui un autre, ça aurait été pareil, quoi. Mais bon. Mais donc, bon, et après, Aziz, il a combattu en ceinture marron. Et Derek Melin, je crois que c'était en bleu. Et Koadik en noir aussi. Bref. Donc, et Aziz Chirigui, c'est le seul qui a réussi à passer un tour en ceinture marron. Vous y avez été quand même. Hein. On y a été. Bon, ça n'a pas duré très longtemps. T'as été en ceinture noire, quoi. Ouais. Ah, extraordinaire. mais attends, tu te rends Et t'avais 6 mois de jiu-jitsu dans le ventre, quoi. Ouais, enfin, 6 mois de stage, hein, Robert, 6 mois de jiu-jitsu. Mais en plus, ce qui est génial, c'est que je me souviens de mon combat, c'est que le type au début était très bon. Il s'est dit, le type ça va être un bourrin debout, et donc moi j'étais plus dans la défensive. Et il m'a pris dans la garde, il m'a fait une clé de bras, mais presque en s'excusant, quoi. C'est-à-dire qu'il m'a fait la clé de bras classique, hein, la première, hein, de la garde. Juge Voilà. basique depuis la garde. Mais limite, j'ai cru qu'il me serrait la main en même temps qu'il me la faisait. C'est-à-dire qu'il m'a pas fait mal, quoi. Il m'a passé la clé, il m'a dit ça va et tout. Je dis ouais, ça va, ok. Merci. Et c'était Barbosa, quand même. Quand il s'appelait Ah Barbosa, non, c'est pas lui, Barboso. c'est ton adversaire. Barboso. Non, Enfin non, je me souviens plus de son nom exact. Mais c'est lui qui a gagné le titre cette année-là. Mortel. Bah mortel, oui, bon, Avec c'était. le recul, quand même, c'est hyper. Ah, c'est rigolo drôle. quand tu vois ce qui est devenu le championnat du monde aujourd'hui. Eh bien l'organisation. sûr, c'est drôle. Ah, c'est hyper Mais drôle. il y avait que des Brésiliens, on appelle ça les championnats du monde, mais c'est un Alors- petit peu comme les World Series au baseball aux États-Unis. Alors, On a oui. l'impression que c'est mondial, Alors- il y a que des équipes de leur conférence, enfin, Alors, c'est la même chose. Pourquoi je pense que Kimielo répondrait mieux à ça. Pourquoi il y a eu des sélections brésiliennes dans le sens où il n'y avait pas comme maintenant 25 Brésiliens ceinture noire. Non, il y avait des sélectionnés et vraiment nous on était dans le trio de tête, hein, un petit peu. Hein. On avait des sélectionnés brésiliens. Sinon il y aurait eu beaucoup plus de monde. J'en reviens pas que vous y ayez été. Oh. Et que vous soyez rentrés tous vivants et tout. Non, mais c'est du jiu-jitsu, hein, c'est Ouais. pas du MMA, hein, c'est pas voilà, hein, c'est Bon. pas pareil. Et donc après ça, après cette expérience, vous rentrez en France. On rentre en France et puis bon, en fait on rentre content parce qu'on a quand même vécu, voilà, on a eu des sensations. Donc on a envie de continuer parce que c'est une belle aventure qui commence. Et donc à ce moment-là, Christian Derval nous propose que tous les pionniers un petit peu se réunissent au Cercle Tissier, puisqu'il y a vraiment une belle structure à nous proposer, et puis qu'on continue l'aventure ensemble. Et alors toi, à titre personnel, tu vivais de quoi à cette époque-là? À moi, je vais de rien. Ok, c'est ça. C'est-à-dire que moi, j'avais arrêté, j'avais un diplôme d'art plastique
qui m'a jamais servi. Hein. Je peux te filer si tu veux, mais. Ouais. Allez. Qu'est-ce que t'en ferais Moi, je sais pas, j'aime bien des à pied là. Et donc j'avais pris une année sabbatique avant peut-être d'intégrer. À l'époque, c'était les boîtes de pub, tout ça. Bref. Et puis bon, bah finalement, j'ai jamais été quoi. Ah, t'étais un petit bobo parisien en fait. Non, j'étais je venais de banlieue. Je n'étais pas un beau parisien. Loulou, là, tu voulais aller bosser dans une boîte de pub. Exactement. Ah, c'est marrant. Voilà, et ça ne s'est pas fait. Donc finalement, bah, l'année sabbatique, elle s'est transformée en double année sabbatique, en triple. Et puis à la fin, bah, je me suis retrouvé en fait à faire du jiu-jitsu toute la journée, aller bosser en sécu le soir. Enfin bon, voilà, quoi, la débrouille. Et là, tu étais dans ta vingtaine, c'est ça? C'est ça. Dans tes 20-25 ans. Exactement. En gros, jujitsu au cercle Tissier. C'est ça. Et alors, comment t'as vu les choses grandir? Enfin, comment ça a pris de l'ampleur? Est-ce que ça a pris de l'ampleur en fait? C'est bien sûr que ça. Alors déjà, bon, nous on s'entraînait un peu comme on pouvait, hein, c'est-à-dire qu'on n'avait pas beaucoup de technique, mais bon, on se débrouillait. Christian, il était de beaux conseils parce qu'il avait quand même son expérience de professeur de judo. C'est vrai qu'avec Guy Mielo, ils avaient quand même accès souvent à des cours privés que nous on n'avait pas, donc ils nous montraient un petit peu ce qu'ils pouvaient apprendre. Et puis donc ensuite, l'année d'après, il y a Patrick Bitan et Alain Nagera qui étaient deux judokas qui viennent qui arrivent au cercle Tissier. Les gens vraiment qui, pour moi, qui continuent le jiu-jitsu, parce que bon, je sais que Daniel Cognam, lui, il est plus parti vers le pancrace, parce que Daniel, ce qui l'intéressait, c'était plus le MMA. Donc il faisait des stages en parallèle avec Bas Rutten en Hollande. Donc c'est pour ça qu'il a mis le pancrace. Et donc il y avait Loïc Peura, voilà, c'était à Léo Rose, hein, c'était là je parle de MMA, je fais un parallèle, hein, mais je dirais le premier club de MMA, ça a été à Léo Rose avec Daniel Cognam, assisté Loïc Peura, et ensuite Daniel a eu son propre club, enfin il a changé, il est parti à Montrouge, et Loïc a monté le Kajing, enfin vraiment le premier club parisien de MMA, c'était avec Loïc, et 99% de tous les pionniers du MMA ont commencé. Voilà. Loïc Peura, c'est le Kaijin? Oui, c'était le Kajin. Il me semblait que c'était le Hybrid Center. Non, ça a changé. Là, maintenant, il a son propre club Platinum. Voilà, Platinum. À l'époque. Donc voilà, la plupart des combattants français connus, etc., Diabaté et compagnie, sont tous passés par le Kajin. Puisqu'en parallèle, Loïc partait donner des cours à haute tension, donc il récupérait tous les boxeurs taille de haute tension qui s'intéressaient au pancrace et au MMA. D'accord. Et donc, moi, j'étais le seul, d'ailleurs, du certicier qui allait me rouler par terre avec les gars de MMA en kimono. Et Loïc doit s'en souvenir. Donc c'était assez marrant. Parce que moi je m'intéressais forcément au MMA, puisque j'avais déjà fait des tournois mixtes, etc. Et donc là j'allais m'entraîner au Kaijin, tout en continuant en jiu-jitsu au certicier. Ah ouais, d'accord. Donc en fait t'avais déjà ton expérience de boxeur, donc ça te permettait en plus de pouvoir... Ouais, de faire la liaison, exactement. Ok. Et tu avais déjà une vision MMA de la chose, c'est-à-dire que pour toi, tu allais vers le MMA? Non, j'apprenais le jiu-jitsu. C'est-à-dire que bon, après, il y avait Eric Lavigne qui était avec nous. Alors c'est pareil, Eric, lui, bon, c'était un ancien lutteur. Donc lui, il était plus orienté Vale-Tudo. Et d'ailleurs, il a eu la chance, avec quelques autres Français, à participer à des combats de MMA. Donc voilà, Eric, il s'intéressait moins au jiu-jitsu parce que déjà, il s'entraînait de manière professionnelle à combattre en MMA. Donc moi les gens qui vraiment ont continué, parce qu'après Coadic, je sais que lui il a monté son Bugay, c'est-à-dire qu'il est parti, il a créé un peu sa propre discipline, mais pour moi les gens vraiment qui ont continué le Jiu-Jitsu, bon, Thierry Richevas évidemment, Christian Derval, Aziz Chérigui, et puis Alain Nagera et Patrick Bitan qui nous ont rejoints, et puis Hakim Atouarek qui était là en même temps que Patrick Bitan. Et donc pour moi voilà, c'est ceux qui ont, c'est la première vague. Mais cette vague, elle apprenait d'où? Il n'y avait pas de Brésiliens en France, il n'y avait pas de non-Brésiliens en France, il y avait de non-NOM, je parle. Il n'y avait pas de... Comment vous faisiez évoluer vos techniques? Comment vous faisiez... C'est ça que j'ai jamais pu comprendre en fait. C'est simple, c'est qu'en fait il y avait quelques stages qui étaient donnés par des Brésiliens. Il y a eu Eliu Soneca qui est venu. Et Soneca qui a été champion du monde en 96 de Jiu-Jitsu. Après, Royce Gracie est venu un peu plus tard. Bon, même s'il n'a pas montré grand-chose, c'est quand même Royce Gracie. C'est-à-dire qu'il a fait un stage et on était tous présents aussi. Sous forme de stage. Exactement. Il y a eu Jacques Harré, mais Jacques Harré d'Alliance, qui est venu. Bref, à chaque fois qu'il y avait un stage, nous, ça nous permettait vraiment d'avoir des bases de technique à travailler. Bon, ok, mais ça a dû prendre un temps démentiel avant de faire de vous des vrais
Jujutsuka technique, enfin, alors, juste par des stages. ça oui, devait être, oui et non, parce que on avait, voilà, il faut comprendre que pour bien progresser, faut pas non plus voir beaucoup de techniques. C'est-à-dire qu'il faut en voir peu, bien les comprendre et beaucoup les répéter. Et nous, c'est ce qu'on faisait en fait. Mais vous vous êtes pas des fois rendu compte qu'en fait, ce que vous travailliez depuis 6 mois, c'était complètement faux parce que personne vous a dit mais attends Loulou, mets ton pied là ou tire ici ou machin. Bah après oui, mais bon après c'est comme ça, c'est le jiu-jitsu old school, je dirais, c'est qu'on a appris des techniques très basiques et puis évidemment avec le temps elles ont évolué, bon, mais c'est comme ça, c'est pour ça que nos propres élèves forcément entre guillemets sont plus techniques que nous parce que C'est voilà. exactement ce que j'allais dire. Le Jiu-Jitsu d'aujourd'hui ne peut pas être celui que vous avez, même pas que vous avez appris, mais que vous avez amené en Bien France. sûr. Ça peut pas être le même. Alors C'est sûr. celui qui a fait aussi progresser la discipline, c'est Patrick Bitan, parce que Patrick qui était à un très bon niveau, excellent judoka, etc., plus jeune, fort physiquement. Il a eu la chance de pouvoir, à l'initiative de Christian Derval, de pouvoir partir aux États-Unis et rester là-bas, vivre là-bas, quoi, et s'entraîner dans l'académie de Christian de Gracie. Donc là, vraiment, Patrick a pris une grosse avance sur nous, parce et d'ailleurs, c'est le premier Français quand même, après Aziz Chirigui au Mondial, à faire une médaille aux Jeux Panaméricains. Et donc il était installé aux États-Unis, il s'entraînait toute la journée chez Rickson. Et c'est vrai que quand Patrick est revenu au Certicier, il avait fait un bond technique énorme par rapport à nous. Et vous partagiez tout à cette époque-là. Enfin, Bien sûr, c'était bon enfant, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de, voilà, on s'entraînait tous Il n'y avait ensemble. pas encore de guerre de clan ni rien. Après, il y avait des guerres de caractère, il n'y avait pas encore des guerres de clan puisque les clans, il n'y en avait pas vraiment. La seule guerre de clan qu'il y avait, enfin si on peut dire ça, c'était les gens de MMA, c'était les gens qui s'entraînaient au Kajin et au Certicier, il n'y avait pas trop de mélange. Je faisais partie des rares qui allaient se mélanger, quoi, en fait. Donc là, on est toujours dans la période 96-98, par là. Et la province, tu nous en parles pas beaucoup. Pour toi, je suis très parisien. Bon, forcément, tu es de là. Mais en dehors, il y avait une émulation. Bien sûr. Alors, de la province, alors, encore une fois, je m'excuse si j'oublie des gens, parce que je vais forcément en oublier, mais je ne sais pas tout. Hein. Mais bon, je sais que il y a David Giorsetti. À mon avis, David Giorsetti, pareil, David qui a commencé un petit peu. Christian Turin aussi. Oui, bien sûr. Ouais. Christian Turin était avec David, mais c'est surtout David Giorsetti qui vraiment a développé le jiu-jitsu à Nice. C'était un peu plus tard, hein, c'était un an après nous, c'était pas en 95, je crois que c'était plutôt 96-97. Il a du karaté, David. Et donc d'ailleurs, pareil, David était avec Mario Villa, c'était un Italien qui était passionné du jiu-jitsu, un homme d'affaires. Et donc c'est vrai que David, avec Mario, ont pris beaucoup de cours particuliers au Brésil, donc ils ont eu une grosse avancée technique par rapport à nous. C'est ça, il y a eu beaucoup de voyages quand même dans tout ça. Hein. Mais il fallait voyager. Il n'y a pas que des cassettes et des DVD. Exactement, il fallait voyager. Ça, c'était la base. Hein. Pour apprendre, il fallait y aller. Il ne fallait pas ronchonner ni sur les prix, parce que nous, on n'avait rien. On n'est pas de sponsor, rien du tout. Hein. On payait. Moi, je travaillais la nuit, puis je me payais mes stages. Hein. Ouais, non, évidemment. Et ouais. Évidemment. Je sais qu'il y en a qui grognent un petit peu quand on leur dit oui. L'inscription, écoute. Bon, c'est sûr. Il y en a. Bon, mais encore une fois, faut se donner je dirais l'envie de, enfin les mois. Mais tu dis ça là comme si toi ça te paraissait évident. Après on va revenir parce que c'est vrai que c'était hyper intéressant ce que demandait Adrien, parce que pour le coup c'est la première fois qu'on entend tout ça sur les différents endroits en France où ça a poussé. Mais tu savais que tu allais vers quelque chose dans le jiu-jitsu brésilien? Mais c'est ça, parce que tu dis qu'il faut se donner les moyens. Mais les moyens de quoi? Alors là, c'est justement pourquoi, surtout ça c'est difficile à expliquer, justement, même à mes propres élèves, dans le sens où nous, je parle de cette époque, hein, je parle des pionniers, Richvaz, Bitan, tout ça. En fait, on s'entraînait sans savoir vraiment où on allait. On se disait, en fait, c'était vraiment une passion. On vivait de manière passionnée. Voilà, des vrais pratiquants d'arts martiaux. D'ailleurs, vous aviez conscience que c'était quand même unique, que vous viviez une expérience unique ou pas du tout? Unique, je sais pas, on était jeunes, vous posiez pas très jeunes, donc non, on s'entraînait, on voulait combattre, c'est tout. Hein. Donc tu dis pas, ça y est, je suis détenteur d'un art martial unique en France, on est 15 à le faire. Non, justement, on se voulait, parce que la différence, c'est que le jiu-jitsu à l'époque brésilien se voulait l'art efficace, ne pas oublier ce détail, alors que maintenant, c'est plus l'art de bien porter la ceinture, d'avoir un beau kimono, quoi. Non. Ça balance là. J'ai une bêtise. Non, mais c'est pas une bêtise, mais tu peux pas dire quelque chose. Mais comme à l'époque, justement, ça se voulait l'art, l'art ultime entre guillemets, puisque c'était l'art de Royce Gracie à l'UFC qui battait. Donc forcément, on avait une espèce avec nos niveaux médiocres, on avait en même temps une obligation d'être efficace. Parce que c'était genre, c'est les mecs qui font le truc là à l'UFC, d'accord, ok. Ouais, je vois bien. En fait, vous voyez ça comme plutôt une façon de se battre plutôt que comme un sport. Quelque part, non? Il y avait cet aspect genre efficace plutôt que sportif.
moi, je pense que, enfin, en tout cas pour moi, je me posais pas de grandes questions, quoi. Moi, ce que je voulais, c'était apprendre, faire des compétitions, être meilleur, et c'est tout. Non, C'était. non, 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 mais attends, je voudrais aller au fond quand même de ce qui vient d'être dit. Donc tu penses, toi, aujourd'hui, qu'on prend... Parce que c'était ça le principe du jiu-jitsu brésilien, et surtout, c'est la naissance de l'UFC. C'est comme Ouais. ça qu'est né l'UFC. On prend un combattant de jiu-jitsu brésilien, et on lui met, je sais pas, un combattant de boxe thaïlandaise, ou on lui met un combattant boxe, ou de judo, quoi. Tu penses que c'est aujourd'hui, ça ne sera plus le jiu-jitsu brésilien qui l'emportera? Pour toi, ça n'est pas... Je parle vraiment pas de MMA, parce que le MMA, aujourd'hui, c'est qui est le meilleur sportif. C'est pas quel est le meilleur sport, mais enfin, le plus efficace. Mais pour toi, c'est plus le jiu-jitsu brésilien aujourd'hui? Ah non, c'est rien à voir. De toute façon, ça, c'est des histoires. Moi, j'aime pas. C'est un peu la naissance de l'UFC. Enfin, c'est le Ok. principe du MMA quand même. Donc Ok, c'est important d'accord. de- Bon, mais l'UFC, ça se passe pas sur le trottoir. C'est vrai. C'est pas la même chose. C'est vrai. C'est vrai. Donc oui, effectivement, le C'est jiu-jitsu vrai. dans un endroit clos avec un sol rembourré, oui, ça forcément ça peut aider quand on rentre. De toute façon, avant le jiu-jitsu, on voyait déjà des combats de catch improvisés entre des lutteurs et des boxeurs. On savait très bien que si le lutteur attrapait le boxeur, c'était terminé les combats, parce qu'il y avait la notion de corps à corps, de lutte. Et après de sol, d'immobilisation ou quoi que ce soit. Donc un frappeur, et là, il doit faire la différence à distance. Il n'a pas le choix. Dès que l'autre va rentrer en clinch, c'est vraiment ça le principe du jiu-jitsu. Après, c'est foutu. Donc, mais moi, j'ai jamais trop aimé ça parce que c'est vrai qu'il y a eu un côté un peu commercial là-dedans, d'absolument vendre le jiu-jitsu comme l'art ultime. Mais l'art ultime avec qui, où, comment, pourquoi? Oui, c'est sûr, je suis d'accord avec toi. Si tu commences à réfléchir par rapport à si le type a une arme, si elle a... Oui, bon, c'est sûr. Sans c'est sûr, parler c'est sûr. d'armes. Mais bon, parlons purement sportivement parlant, au niveau efficacité. Mais Ok. attends, si toi, en tant que professionnel, tu dis, bon, même là, c'est compliqué à Mais, dire. Bon, bah voilà. Mais non, mais ça, comment dire, faut pas tout mélanger dans le sens où il y a le sport et le sport de combat, les arts martiaux. Qu'est-ce qu'on en fait? À la base, le jiu-jitsu, c'est de la self-défense. C'est de la seule défense. Ça c'est peut vrai. choquer les gens, mais c'est de la seule défense. Alors, à la base de la base, non, c'est l'art martial, c'est l'art de combattre à main nue sans les armes pour les samouraïs. Après, il n'y avait plus d'armure, donc on a continué à faire ça pour les nobles, pour qu'ils apprennent à se défendre sans armes, puisque le sabre, après, c'était un peu prohibé au Japon. Bref, et maintenant, donc, c'est devenu quoi? C'est devenu un espèce de sport. Même pour les pratiquants de jiu-jitsu japonais à l'époque, un sport où bon, la meilleure académie était invitée à être... Parce que la récompense, c'était pas une médaille, c'était de pouvoir entraîner la police japonaise, etc. Voilà, donc mais ça c'était le côté sportif martial, et à côté de ça, il y avait le côté self-défense. Voilà. Donc, bon, la guerre, c'est pas ça. La guerre, c'est prendre un fusil puis y aller. Et puis se dire, je vais faire la guerre, c'est ok, avoir conscience qu'on va aller mourir. C'est pas qu'on va aller se battre. Ça, c'est deux choses différentes pour moi. Parce que même faire un combat de MMA, ça peut être violent, on peut mourir. Mais bon, on n'y va pas pour mourir, on y va pour se battre. Mais quand on va faire la guerre, on peut crever. Donc, c'est pas du tout la même chose. Oui, c'est sûr. Vu comme ça. Oui, donc c'est pour ça, moi, les espèces de... Non, le jiu-jitsu, c'est un art martial qui se veut efficace dans une pratique sportive, ok, avec des règles données. Mais ou alors c'est de la seule défense. Voilà, finalement c'est juste l'évolution de ce que c'est au départ. Ok. Non, mais t'as raison. C'est très clair. C'est très clair. On retourne en 98 par là, dans ces environs. Voilà, c'est ça. Le jiu-jitsu commence à se diffuser un peu partout. Alors en à France. Nice, les frères Fernandez aussi, Manuel et Frédéric, hein, qui développent donc le jiu-jitsu de leur côté. Il y a Dans aussi le sud-ouest. oui, François Dogno qui venait du judo, un excellent combattant, qui lui a développé plus le jiu-jitsu à Lyon. Les frères Schiavio, mais Schiavio, je pense qu'ils étaient plus tournés vers le MMA et un peu plus tard. Mais bon, je sais qu'eux aussi, je n'ai pas les dates et les années exactes, mais je sais que déjà, ils avaient découvert le jiu-jitsu. Et puis donc Jean-Jacques Bukovinski et Emmanuel Beribi surtout, hein, c'est lui qui a vraiment apporté le jiu-jitsu à Carcassonne. Et après Jean-Jacques Bukovinski, un des meilleurs combattants français de sa génération, a appris à ses côtés. Donc voilà, je crois qu'il y en a un peu partout là. C'est bon. Ça commençait à Ouais. se... Et ces gens-là commençaient à avoir ce qu'on appelle les maestrés, c'est-à-dire des maîtres français, des profs français. Il commençait à y avoir. Pardon, des et profs Raphaël Schmitt aussi, excellent combattant de judo et de sambo, qui lui a développé dans l'est de la France le jiu-jitsu. français. D'accord, ok. Et donc là, il y avait vraiment, voilà, ça, il y avait des ceintures noires qui commençaient à Alors, pouvoir enseigner leur vision du sport, leur évolution du Ça jiu-jitsu se doit non, brésilien. parce que nous on est tous des ceintures bleues.
Elle était ceinture bleue. C'est-à-dire qu'on a eu. Alors à l'époque, les grades, parce qu'il y a un problème avec les grades en France assez particulier. C'est vrai que comme en fait, il n'y avait pas vraiment de structure fédérale, les grades, c'était un peu sauvage. Hein. C'est-à-dire que bon, on invitait un Brésilien à faire un stage. Ah, mon pote, ça va, merci. Hop, et puis en échange, je vous fais une ceinture. C'était souvent ça. Bon, Ouais, et quelque part, très c'est pas. Ça pourrait choquer, mais bon, c'est belle le commerce. Bon, c'est une manière d'encourager, voilà, c'est bon, voilà. Donc c'est vrai que moi, quand je me base les grades, c'est quoi? C'est juste les grades, c'est les années de pratique, les années d'expérience, c'est ça le grade. Moi, par exemple, si je grade un de mes élèves, je donne pas la bonne ceinture. Si je donne une ceinture et il se fait plier par tous les gens au club de la même ceinture, il va se dire, mais Gilles, il y a un souci, quoi. Voilà, oui, effectivement, t'as pas la bonne ceinture. Alors, on y va. Question, qu'est-ce que c'est pour toi? Qu'est-ce que représente à chaque fois chaque passage? C'est-à-dire, par exemple, quand on est ceinture blanche, avoir une ceinture bleue, ça veut dire quoi pour toi aujourd'hui? Avoir une ceinture bleue, c'est l'acquis des bases. C'est-à-dire qu'on connaît ceinture bleue, on sait passer une garde, on sait faire un renversement de la garde, on sait faire une clé de bras, on sait faire un étranglement, on sait faire un contrôle, une sortie de contrôle, bref, c'est les bases. Il y a un certain nombre d'années pour toi à rester dans une ceinture? Bah, tout dépend de la pratique. Un type qui s'entraîne de manière de loisir 2 fois par semaine, j'ai pas lui filé une ceinture bleue en 1 an, voire même pas 2. Moi, je suis un petit peu dur au niveau de la ceinture. Hein. Je suis réputé pour ça. Mais ouais, ceinture bleue. Moi, mes élèves, à part mes élèves compétiteurs, parce qu'encore une fois, la compétition, c'est autre chose. Voilà, une ceinture bleue chez moi, c'est au minimum 3 ans. Minimum. Ouais, t'es dur quand même. Par rapport à la moyenne de ce qu'on a pu rencontrer, hein, je dis pas que. Oui, mais encore une fois, qu'est-ce que représente une ceinture bleue? Non, mais chacun sa vision, pour le coup, la tienne est respectable. Moi, ma vision, elle est internationale. Parce que quand j'invite des amis américains à venir au club, pour eux, ils trouvent ça normal. Hein. C'est étrange. Il n'y a qu'en France qu'on trouve pas. Il y a qu'en France qu'on me trouve dur. Mais étrangement, dans les clubs américains. Regarde Manu chez Pythagore, Emmanuel Fernandez. La ceinture blanche, c'est minimum 3 ans. Minimum 3 ans dans une ceinture blanche. Ouais, c'est ça. C'est ce que je viens de dire. Voilà. Je pense que à la MK Team, la ceinture blanche, on n'y reste pas 1 an. Hein, tu vois, il n'y a pas beaucoup de clubs en fait où c'est 1 an. C'est quand même sous 2 ans, c'est bien. Hein, alors, après, encore une fois, je précise, les compétiteurs, c'est notre histoire. Puisque eux, comme dit à mes élèves, vous gagnez vos ceintures au combat. C'est-à-dire qu'un élève qui fait champion de France, champion d'Europe, etc., naturellement, il change de ceinture. Sauf, attention, il y a quand même une durée à respecter d'1 an et demi, je crois. Mais bref, il change rapidement de ceinture. C'est ces résultats en compétition qui le font changer sur ses ceintures. Bon, parce qu'il a accumulé évidemment de l'expérience, un bagage technique, etc. Pour les autres, quand c'est du loisir, c'est beaucoup plus de temps. Ouais, c'est sûr. Ce que je trouve un petit peu logique. Sinon, quel intérêt d'avoir une ceinture de couleur si on n'est pas capable de se débrouiller face à quelqu'un en loisir, je précise, pas un compétiteur. Ouais, c'est 2 mondes de façon différente. Le jiu-jitsu est un sport de combat, d'accord? Nous ne sommes pas un art martial théorique. Nous sommes un sport de combat qui prend 2 sens dans sa pratique, comme le judo. Le judo, voilà, c'est une projection, etc. Nous, c'est le sol. Donc si au sol, on n'est pas capable de se débrouiller, c'est qu'on n'a pas le niveau. Encore une fois, en loisir, avec quelqu'un de lambda, voilà. Mais si on n'est pas capable de renverser quelqu'un de lambda, faut faire du tai chi, quoi. Ce sera plus simple. Avec tout le respect pour le tai chi, mais il n'y aura pas de contact. Parce que justement, c'est pas un art martial de combat appliqué. Donc s'il faut qu'il n'y ait pas de contact, alors pour moi, c'est plus du jiu-jitsu. Ok, d'accord. C'est la self-défense. Par contre, oui, c'est un autre aspect. Dans ces cas-là, on fait vraiment que de la self-défense. Ok. Qu'est-ce qui se passe pour toi ensuite? Donc là, le Jiu-Jitsu commence à se développer en France, fin des années 90, début des années 2000. Alors oui, il y a les premières compétitions qui sont organisées en France, Coupe de France, Coupe d'Europe. Donc là, il y a 2 tendances. Hein. Il y a 2... Naissance de la CFJJB. Il y a une séparation avant ça. Il y a une séparation entre Christian Derval, qui décide de travailler avec Rickson Gracie, l'association Rickson Gracie. C'est pour ça que Patrick Bittan est parti aux États-Unis. Et Guy Mielo, qui lui, de son côté, préfère regarder une autre structure de jiu-jitsu. Donc en fait, il y a 2 pôles différents de compétition. Donc chacun organise sa Coupe de France, chacun organise sa Coupe d'Europe, etc. Toujours sous l'égide de la structure. Donc voilà, donc en fait, moi par exemple, David Giorsetti, lui, lui, il n'était pas dans le système de Christian Derval. Il faisait les compétitions de Guy Mielo. Et moi, je faisais les compétitions de Christian Derval. Bref, voilà. Mais au bout du compte, ça c'était pas des guéguerres, c'était pas ça. C'était 2 structures différentes qui veulent évoluer. Mais le plus important, c'était qu'on combatte, qu'on apprenne et c'est tout, quoi. Vous étiez sous quelle fédération à ce moment-là? Sous aucune fédération. Il n'y a toujours pas de fédération. Enfin,
Il y a la CFJB qui est maintenant sous la tutelle de la FFST qui existe, mais il n'y a jamais eu de... la seule... une fédération française, la seule structure qui se rattache maintenant à la fédération française de judo, FFJDA, c'est tout ce qui est Newaza. Voilà, ils ont développé cette tendance par rapport au jiu-jitsu brésilien, par rapport à l'engouement du JB. Mais bon, comme l'appellation brésilien, ça les ennuie un petit peu. Et donc ils ont dit non, nous on va créer le Newaza, donc tous les arts de judo appliqués au sol. Quoi. Voilà, exactement. En reprenant évidemment les règles de jiu-jitsu brésilien. Ouais. Et donc toi tu progresses, tu commences à monter en grade, qu'est-ce qui se passe? Tu commences Alors à devenir moi, prof, peut-être? Alors moi je deviens prof parce que Christian me fait comprendre que justement pour l'expansion du jiu-jitsu en France, il faut un petit peu que en étant un misérable ceinture bleue que j'essayais quand même de donner quelques cours, des bases. Donc grâce à mon prof de judo, comme quoi il n'était pas rancunier par rapport au judo, il me dit écoute, va voir mon ami Michel Sanchis, qui a un club d'arts martiaux à Paris, rue de Prague, club de Menil, c'est là où maintenant Paulo Sergio enseigne. Va voir Michel, c'est mon ami. Et en plus de ça, Michel Sanchis, c'est un spécialiste au sol, en judo. Il s'entraînait beaucoup comme maître à Oiseau. Et Michel Sanchis était vice-champion du monde de judo, à Moscou. Et donc, je vais voir ce monsieur. Et là... Et là, oulala. Alors bon, vous voulez rigoler un peu. Donc j'arrive, je me présente, bonjour, j'avais la barre de Pierre d'Agimbert. Ah, c'est toi, ouais. Qu'est-ce que Michel Sanchis, c'est quelqu'un d'un petit peu rugueux, hein. C'est des judokas à l'ancienne, petit, très trapu, les oreilles en chou-fleur. Bref, et moi j'étais le jeune et faible, un peu énervé, bref. Et il me dit ah oui, c'est toi qui fais du jiu-jitsu. Ah oui, alors vous c'est au sol, ouais, ça tombe bien moi. Et il me dit oui, bon, je voulais savoir s'il y a moyen de peut-être développer une section. Et là il me regarde, il me dit bon, t'as tes affaires là? Et je fais oui, va te changer, on va tourner un peu. Prise de contact. Ah oui, parce que pour dire je vais ouvrir une section jiu-jitsu brésilien, fallait être plus fort que le prof de judo au sol. Donc, je mets mon kimono. Bon, à l'époque, je faisais 75 kilos à peu près. Michel, il en faisait 90, beaucoup plus petit que moi, un cube. Mais bon, malgré ça, on tourne ensemble, il m'arrache la tête, quoi. Il me brise. Au sol aussi. Au sol. Même debout, ça aurait été pareil. Non, il me casse en 2, en 3, en 4. Là, il n'y avait plus de jiu-jitsu brésilien. Il n'y avait plus rien. Mais non, mais attendez les gars, qu'est-ce que je connaissais en jiu-jitsu brésilien? Rien. Ah, parce que, attends, ça faisait quand même 5 ans que tu évoluais dans le 5-6 ans que tu évoluais dans le jiu-jitsu brésilien. Comme quoi, l'évolution se faisait beaucoup plus lentement. Parce qu'aujourd'hui, 5 ans de jiu-jitsu brésilien, même un prof de judo ceinture noire, quand même. Hein, mais bon, lui, c'était pas quelqu'un. Voilà, c'était pas un prof de judo ordinaire. Donc il m'a cassé en deux, il m'a attrapé le bras en kimura, il me dit regarde Gilles, en fait il me donnait des conseils pendant le combat, Gilles ta main, croque trop tard. Et donc j'ai pris une fessée quoi. Et après non mais bon. Section de jiu-jitsu brésilien. Oui mais c'est le risque hein, quand on se présente en disant voilà je pèse le sol et il y a un monsieur qui vous dit ah bon ça tombe bien moi aussi. Bon ok on va voir. Et donc là massacre, mais vraiment massacre. Et là j'arrête et là je me dis ok, laisse tomber. Et ça, mais en même temps, je prends conscience d'une réalité qui est, mais mon ami. Ça n'est que le début. Non, mais c'est pas ça. Mon ami, t'es ceinture bleue et tu veux ouvrir une section, je comprends pas. Comment ça fonctionne votre système? Il y a ça aussi. Pourtant, aujourd'hui, c'est tout à fait normal. Il y a plein d'académies où en ceinture bleue, on peut donner des cours. Hein. Il y en a. Hein. Ouais, bon, bien sûr. Parce que c'est pas. Bon, après, je reprends l'excuse, c'est que je reprends l'histoire du judo. Les premiers enseignants de judo français et de ceinture jaune. Exactement. Et voilà, non, ça bon. Bref, et là, je suis donc dépité, je me rhabille, je m'en vais. Et Michel Sanchis, gentiment, c'est un de cœur, hein, et malgré tout, il me dit écoute, ça m'est resté cette phrase. Hein. Il me dit t'es pas bon, mais t'es courageux. C'est horrible. J'aurais préféré rien entendre. Tu sais, le type après 5 ans d'entraînement, tout plein de fierté, genre t'inquiète, je vais faire un truc. Avec la petite tape sur l'épaule, tu sais, genre t'en fais pas, on va te trouver un créneau. et donc, je commence l'histoire, et donc je remercie encore Michel, m'a mis le pied à l'étrier pour l'enseignement, et donc je commence l'histoire de jiu-jitsu au club de Ménil. Il t'a quand même laissé un créneau. Ouais. Et puis en fait, il m'a aidé parce que c'était vraiment mon partenaire d'entraînement, Michel Sanchis, c'est-à-dire que. Mais lui, c'était, il m'a appris l'humilité, il m'a rappelé l'humilité, dans le sens où je m'en souviens, c'était des rendez-vous, on se donnait des rendez-vous de combat. Il me disait bon, lundi à 17h, hop, je vais dans le bar, dans le parc. Non, mais c'était ça, c'est-à-dire qu'on tournait 1 heure au sol, mais c'était 1 heure, je me faisais éclater les oreilles, c'était affreux. Et à la fin, il me disait merci, il me saluait, on s'habillait. Oui, mais
quelque part, mais quel bonheur, parce que voilà, je prenais conscience de ce que c'était les arts martiaux. C'est qu'on s'entraîne, on se concentre sur ce qu'on fait, il n'y a pas d'arrogance, il n'y a rien du tout de ça, c'est dans l'instant. Donc je remercierai toujours mes 706, même si ça n'a pas été mon prof de jiu-jitsu, mais ça a été un prof de judo au sol. Il m'a appris, voilà, il fait partie vraiment de l'expérience, des valeurs que j'ai. Il a été vers le jiu-jitsu brésilien. Bien sûr, bien, de toute façon il continue à en faire avec Paulo Sergio maintenant qui lui est au club de Ménil. Et donc je sais que Michel continue à pratiquer. Bon, maintenant il a 60 d'années quand même. Ouais. Mais voilà. Mais c'est ça. De toute façon, le judo et le jiu-jitsu, c'est la même chose. Hein. Puis sachez quand même, pour vous rassurer, que moi, il y a beaucoup d'amis de jiu-jitsu, même des années plus tard, qui venaient au club de Ménil me faire une visite. Et je leur disais, tournez avec le petit monsieur là-bas. Des gens, je dirais alors non, mais qui gagnaient les compétitions comme moi, hein, mes collègues. Hein. Et ils me disaient, mais et après, ils me disaient, mais c'est qui ce type? Et il se faisait, mais il se faisait broyer, les gars. Et même après, mais beaucoup plus tard. C'était vraiment quelqu'un, mon professeur Nelson Solari, la première fois qu'il a tourné avec Michel, malgré la différence technique importante quand même par rapport à Michel, mais il a pas fait ce qu'il voulait, quoi. C'est quelqu'un, bon, il y a des gens comme ça, hein, on se rend pas compte, mais des judokas très forts au sol, il y en a beaucoup. Donc, ouais, bien sûr, évidemment. C'est pour ça qu'il qu'est-ce que le jiu-jitsu? Le jiu-jitsu, le judo, c'est la même chose. Le jiu-jitsu brésilien, c'est un petit peu tout ce qu'on a abandonné en judo au niveau du Newaza. Bon, ça faut pas l'oublier, mais c'est la même chose, le judo, le jiu-jitsu. Il y a quand même un panel de soumission plus développé. Évidemment. Dans le jiu-jitsu brésilien quand même. Hein. Mais bon, et le judo, c'est plus se concentrer sur le travail debout. Parce que moi, des combattants de jiu-jitsu brésilien qui travaillent bien debout, je ne connais pas beaucoup. Hein. Non. À part faire des double leg, voilà, des années au sol comme ça, bon. Non, c'est sûr, à part des judokas purs qui se mettent ensuite au jiu-jitsu brésilien, c'est sûr que c'est pas... Non, je suis d'accord. Donc voilà. C'est sûr. Donc là, toi, tu te lances, prof. C'est ça. Ceinture bleue. Voilà, c'est ça, ouais. Donc au PSF... Enfin, non, au club de Ménil, excuse-moi. Ouais. Au club de Ménil. Et purement jiu-jitsu brésilien. Le MMA est venu plus tard pour toi. Oui, plus tard, rien à voir. Moi, je sais que j'avais participé quand même à un tournoi donc en 98 de Kempo, où là, je m'entraînais au certicier, donc là, j'étais en kimono de jiu-jitsu. J'avais remporté. C'est le troisième, donc voilà, c'est ça. Voilà, où là, j'avais les couleurs du jiu-jitsu brésilien. D'accord. Après, j'ai arrêté parce que bon, je sais pas. Moi, j'étais plus concentré vraiment sur le combat de jiu-jitsu. Hein. Je voyageais au Brésil, etc. Voilà. J'étais vraiment kimono, quoi. Mais t'as eu des combats, alors je veux dire des vrais combats, ça veut rien dire, mais en MMA, tu en as fait des combats Alors, à part ces tournois mixtes, parce que ces tournois mixtes qu'on faisait de Kempo, là, nous, c'était un peu nos tournois de pancrace de maintenant, de hatch, quoi. C'était un peu ça. C'était nos tournois de pancrace à nous. C'est le tournoi mixte. Bon, même s'il n'y avait pas le niveau, évidemment, technique des combattants d'aujourd'hui. Donc voilà, donc en MMA, alors... Là, l'histoire est venue beaucoup plus tard, en 2001, en fin 2000, Patrick Lombardo, qui était alors rédacteur en chef de magazine Karaté Bushido, un grand monsieur, parce que lui, il faut savoir que Patrick Lombardo, c'est lui qui est à l'origine justement de ses premiers tournois mixtes français. Parce que c'est lui qui était au départ président du Kempo. Après, il a préféré s'éloigner et créer une nouvelle branche, le Pankido. Donc c'est de lui. Quand on parle de pionnier du MMA en France, moi j'ai envie de dire non, le pionnier du MMA, celui qui a vraiment commencé à organiser les premiers tournois de MMA en France, c'est Patrick Lombardo. Sous l'égide du Kempo. Hein, c'est ça, exactement. Okay. Voilà. Donc Patrick, rédacteur en chef de Karaté Bushido, et à l'époque Karaté c'était très important, c'était le magazine de référence. Bref. Il n'a plus le beau temps, quoi. Et donc, il me propose, sachant que j'avais une petite expérience donc en MMA, entre guillemets, quoi, en Kempo, et bon, même mon petit niveau en jiu-jitsu, ceinture bleue à l'époque. Et donc, il me propose à moi et Anthony Rea, qui est donc combattant de Kempo, grosse expérience aussi, Anthony, et donc d'affronter deux combattants japonais, puisque Patrick, qui aimait beaucoup Rickson Gracie, tous les trucs qui se passaient au Japon, etc., en fait, invite donc Funaki, qui avait affronté Rickson en 2000, à venir faire une démonstration à Paris-Bercy, au Festival des Arts Martiaux, et il lui propose de faire deux combats de MMA,
pas trop en parler parce que c'est pas vraiment légal, c'est pas légal, mais bon, dire voilà, il y aura 2 combats, on précise pas vraiment comment, pourquoi, avec qui, voilà. Et donc Ça pouvait se faire ça à l'époque dans non, Bercy. c'était pas autorisé, mais il l'a fait. Bah ouais, de toute façon, t'amènes les 2 combattants, ils se foutent sur la gueule, il y a pas les flics qui vont arrêter pour couper, tu vois. C'est exactement, ouais. Donc, Après, tu gères, mais qu'est-ce que, enfin, tu vois. Donc, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils contactent ça. Là, on est fin 2000. Ils contactent 2 combattants japonais. Et puis, donc, ils nous proposent à nous 2 de combattre. Donc, moi, je dis oui, parce qu'à l'époque, j'étais un peu fou. Je dis oui, bien sûr. Et Tu donc, avais rencontré Michel, ça y est, c'était bon, quoi. Il pouvait plus rien t'arriver. ouais, donc, moi, bon, voilà. Et puis, donc, on fait les combats. Ça se passe plutôt bien parce qu'on les bat, on les met KO. Donc, à l'époque, il faut savoir que ça a été un petit peu l'incident martial national. Ouais, parce que 2 Japonais qui se font mettre KO en France par 2 Français qui sont même pas professionnels ni rien du tout, ça a dû. Bien sûr. Donc là, bon. Alors, ce qui est très drôle, c'est que bon, à l'époque, si vous voulez, le problème, c'est que bon, ça arrivait un peu comme un cheveu sous la soupe. C'est vrai que le festival des arts martiaux, bon, t'as de l'aïkido, t'as des démonstrations de karaté. Et là, t'as 2 combats de MMA, coup porté, coup au sol. Donc là, c'est le choc. Donc là, moi, j'ai Bercy, là, il y a quand même 15 000 personnes à l'époque. Ouais. Et donc, il y a 7500 personnes dont des enfants et tout, qui étaient là, qui ne... 7500 personnes qu'on appelle ça, qui huent, en disant, mais c'est quoi cette boucherie? Ah ouais, vraiment. Ah oui, bien sûr. Et 7500 qui applaudissent, en disant, ouais, c'est ça. Et toi, comment tu vis ce truc-là? Mal, parce que nous... C'est hyper violent, c'est sûr. Ouais, ben nous... Tu te rends compte? Nous, quand même, on a l'impression d'avoir fait un truc un peu historique, quand même. Parce que combattre à Bercy... ça l'était, en fait. Ouais, donc 15 000 personnes, face à des combattants pro-japonais, alors que nous, on était pas des guignols, mais bon, on était des amateurs, quoi. On était des amateurs, des bons amateurs. Donc on s'est dit, on a fait un truc de fou. Parce que vraiment, tout le monde pensait, et les Japonais les premiers, qu'on allait se faire... en fait, on était faire valoir. Donc voilà, ça passé comme ça. Donc nous, on était heureux, aux larmes, parce que c'était... et bien en même temps, évidemment. Et avec le sentiment bizarre que... vous aviez fait quelque chose de malsain. Ouais, exactement. Je vois très très bien ce que tu veux dire. Et Ah mais ça doit être dingue ça. Bien sûr. Genre putain, j'aurais peut-être pas dû. Tu sais, avec les petits enfants et tout, avec les grands yeux. Et il fait quoi le monsieur, exactement. par terre? Et le plus drôle, c'est que des gens même des gens de Juvissu, etc., ont carrément, voilà, on fait des qu'on appelle ça, enfin, on dit oui, quelle honte ces combats-là. C'est pas des gens maintenant qui sont dans les mains. Ah oui, bah de toute façon, ça c'est très français, ça. Les retournements de veste, mais bon, maintenant c'est bien parce que je sais qui c'est. Voilà, donc et à cette époque-là, j'étais les visiter. Donc non, mais cordialement. Oui, mais bon, bien sûr. mais ça m'a fait beaucoup rigoler, quoi. Que ce soit maintenant des gens qui défendent le MMA, etc. À l'époque, on dit oui, ce que vous avez fait, c'est honteux. Oui, non, mais ces gens ne sont pas avec nous. Enfin bon, c'est très drôle, quoi. T'en as subi les conséquences, je me comprends. Mais tu as eu des retombées après ça, des trucs bien sûr, mais retombées négatives dans le sens où voilà, moi et Anthony, bon, on a fait ça. J'ai beaucoup de plaisir parce que on a vraiment été de manière humble. C'est-à-dire qu'on était à la fleur au fusil en se disant vas-y, on n'a rien à perdre, on s'en fout. Et juste après ça, ouais, mais c'était pas des vrais combats, nanana. Enfin, il y a eu des inventions pas possibles. Attends, il y a que du négatif là-dessus? Il y a eu beaucoup de négatifs. Dans l'ensemble, c'était négatif? Alors Patrick Lombardo, lui, évidemment, à travers le magazine, il a essayé, enfin, il a tout fait pour positiver tout ça, nos victoires, en disant oui, ce qu'ils ont fait, c'est historique, c'est magnifique. Même les magazines, vous vous rendez compte quand même que c'est les magazines japonais, c'est-à-dire que où les mecs apparaissent, qui dans le numéro d'après nous disaient bravo les Français, alors que nous, en France, dans notre propre pays, on disait oui, mais c'est honteux ce qu'ils ont fait. Il y a dû avoir un peu de choc culturel pour le coup. Non, c'est ça mais aussi, non, ça s'appelle la mentalité française. Il n'y a pas de choc culturel. Oui, enfin, après, je pense qu'aussi, par exemple, si les gens avaient été prévenus en arrière. Ça, c'est vrai. Oui, mais mon pote, tu vas pas voir un combat de MMA comme tu vas voir une démonstration d'arts martiaux. Oui, mais, mais le dilemme, c'était que si, effectivement, Patrick avait précisé qu'il ça ne se serait pas fait, exactement. Et la fédération serait tombée et ils auraient tout interdit. Ok. Voilà. Et donc, si je me souviens un peu de ton histoire, il y a eu une revanche, entre guillemets, Alors, il y a eu une revanche de prévue. Parce qu'en fait, nous, on n'a pas été payés. Je ne sais pas si je voulais dire ça. Bref, même notre pizzeria de la veille n'a pas été remboursée par... Enfin bref, ça c'est notre histoire. Et enfin bon, on a fait ça vraiment sympathiquement. Et donc oui, les Japonais nous ont dit, si vous gagnez, parce
qui pour eux était impossible. On vous invite au Japon, Au Japon, pour et une vous, revanche. il y a la Et revanche. on a gagné. Donc, et moi, je devais. Alors à ce moment-là, je rencontre Jérôme Le Banner. En grosse rencontre. Jérôme Le Banner, la star des stars en sport de combat. Pride à l'époque. Hein. Alors Jérôme, non, Jérôme, c'était K1. Oui, c'était K1. Ouais, qui est champion du K1. K1. Donc, Hyper populaire au Japon d'ailleurs. exactement, une célébrité, Alain Delon, quoi. Le Johnny Hallyday du kickboxing. Je trouve qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de points communs. Ah, bien sûr. Ok, ça va. Et donc voilà, donc rencontre avec Jérôme, grâce à Pascal Eglicki, qui malheureusement nous a quittés. Pascal Eglicki, qui était le spécialiste, l'expert au pied-point au magazine Karaté Bushido. Donc rencontre avec Jérôme Le Banner. Moi, pas du tout fan de lui, parce que moi j'étais fan de Alexandre Grassi, du Victor Belfort, mais bon, Le Banner, les boxeurs, enfin kickboxeurs, pour moi. Danseuse quoi. Non, mais c'était pas notre monde. Il est pas là-dedans. C'est pas le problème Exactement. de danseuse Non, ou mais pas danseuse. il était. Non, J'avais mais- envie de le J'a- placer. J'avais non, mais envie de le Jérôme, placer. Jérôme, c'était la star, voilà, de Karaté Bushido, c'est-à-dire de tous les gens qui pratiquaient les arts martiaux, le karaté, du mais pas striking trop de nous, plus, quoi. ouais, exactement. Nous, c'était les mecs de la boxe, Bien sûr, quoi. bien sûr. On n'était pas vraiment fans. Et d'ailleurs, peut-être qu'il l'a ressenti. Enfin bref, on a discuté un soir comme ça, tous les deux, puis on a rigolé. Puis en fait, c'est parti sur une amitié. Il n'y a pas le côté, idole, fan. Non, il y a le côté. Aujourd'hui, vous êtes bons potes. Ouais, alors, on a eu des hauts et des bas, hein, parce que c'est un peu compliqué notre relation. Ah. Mais c'est assez Il complexe. y a du gossip, je le sens. Non, mais bon, je crois, disons que voilà, on a deux personnalités, deux caractères, et puis on n'a pas été d'accord toujours sur des plans de carrière, que ce soit pour lui ou pour moi. Et puis Puis vous connaissez depuis plus de 15 ans, forcément, il y a des hauts débats, c'est toujours un peu. après, voilà, bon, de toute façon, quoi qu'il soit passé, ça reste mon ami. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un que je risque de voir dans 10 ans, dans 20 ans, si on est encore là. Enfin bref, voilà, donc c'est particulier. C'est particulier. Ouais, c'est un vrai pote. Voilà. Vous le revoyez, vous êtes toujours amis, Voilà. quoi, malgré le. Malgré le fait que des fois, on se fasse la gueule très très longtemps. Quand même quelqu'un qui peut te regarder droit dans les yeux et te dire ouais, moi ça m'arrive de m'embrouiller avec Jérôme Le Banner. Fouah, Je sais pas, je m'en fous. ça peut mal finir quand même. Bah, disons je crois que Jérôme, on s'est suffisamment entraîné ensemble, foutu sur la gueule ensemble pour être au-delà de ça. Hein. Ouais, c'est sûr. Moi j'ai peur de personne. Hein. Ça, c'est des. Je sais pas, ça, c'est des conneries. Non, quoi. bien sûr, c'est un peu. Si je dois avoir peur d'un ami, alors dans ce cas-là, c'est pas un ami. T'as entièrement raison. Voilà. Donc au Japon, Jérôme Le Banner. Ouais, donc rencontre. Et puis donc Jérôme en plus content, il voit que j'ai à Bercy. Bon lui, voilà, lui est positif, il se dit ouais c'est très bien ce que vous avez fait. Lui il s'en fout de la mentalité française. Lui il a pas le temps, il voyage, etc. Il est tous les mois à Tokyo, bref. Et puis après ce moment-là, bah, je le rejoins. Il me propose d'intégrer son team. Moi au début je refuse, hein, parce que honnêtement ça m'intéresse pas, parce que je vois pas ce que je vais faire avec lui, comme il fait du kickboxing, etc. Oui, je refuse. Oui, C'est mais Rani c'était- Berbachi, Rani qui est un boxeur pro avec son frère Samir et Rani Berbachi de Marseille. D'ailleurs, un grand bonjour à Rani, quelqu'un de très bien. Voilà, qui était le pote à Jérôme et qui était dans l'équipe, hein, qui était son bras droit. Et à Marseille, qui me dit ouais, vas-y, viens quand même, etc. Ça va être sympa. Et je dis ok, je le fais une fois. Pourquoi ça arrive? Parce que bon, Jérôme, on était amis, mais on faisait rien ensemble professionnellement. On était amis. On s'appelait, on rigolait, voilà. Il n'y avait rien. Moi, je faisais mes trucs comme il dit, mes conneries de jiu-jitsu. Puis lui, il faisait sa boxe. Voilà, c'est la star japonaise. Bon, mais pour moi, c'était un pote. Je m'en foutais encore une fois, du côté l'égérie française du combat. Et puis bon, malheureusement, il perd. Je m'en souviens. C'était en 2001. Donc il perd. Donc grosse surprise parce que c'était le favori. Il tombe sur Marken, malheureusement. Donc il prend un KO et là, dépité, enfin dégoûté, etc. Il ne va plus parler à personne. Et c'est à ce moment-là, on discute un peu de sa défaite. Et puis, moi, je lui donne quelques conseils en disant, bah écoute, voilà, quand on tombe de cheval, il faut remonter, voilà, tu sais ce que tu as à faire, mec. Ouais, conseil de prof, quoi. Faut rien lâcher, on repart. La Non, défaite, bon, ça moi, fait je suis partie pas, de moi, je suis pas dans son monde, hein. l'apprentissage. Moi, je suis pas Ouais, dans mais je son comprends, monde, bien voilà. Lui, c'est la star, il a un manager, enfin, moi, je m'en fous de tout ça. Moi, je lui dis juste, je donne des conseils d'amis. Et suite à ça, il me dit, bah écoute, j'aimerais bien que tu intègres l'équipe, tu sois avec moi. T'es mon pote. Comme ça, donc c'est pour ça qu'au début je refuse parce que je me dis mais c'est T'as rien à faire là-bas. ouais, pour c'est toi. ta responsabilité, c'est tout ça. Donc je me dis non, je suis pas, c'est pas mon monde quoi. Et puis donc j'accepte d'y aller une fois avec lui, c'était à Nagoya. Et je dis écoute, ça se passe bien, on en reparle. Ça s'est bien passé puisqu'il a fait un retour fracassant, parce qu'il a mis KO Ameda, etc. Avec son nouveau prof qui était Stéphane Nikema, hein, champion de boxe thaï. Donc voilà, donc tout se passe bien pour moi. Hein. Moi je suis avec le Banner, dans le team Le Banner. Je continue mes petites conneries en jiu-jitsu. Il y a la revanche au Japon qui doit arriver en Pancrace, donc tout va bien.
Je combats la Coupe de France de Jiu-Jitsu en parallèle, je gagne. Enfin bon, moi je suis heureux, tout se passe très bien. Et puis, réponse du Japon, entre-temps. Et donc je dois combattre contre Yuki Kondo, qui était classé 3ème au ranking en pancrace. Bon, Yuki Kondo, c'est un morceau, hein. C'est celui qui a mis KO Salo Ribeiro. Bref. Mais bon, ils n'allaient pas me filer un mec sympa pour commencer. Ah non, ouais, c'était une vraie revanche, quoi. Une revanche sale, quoi. Bah, je passais du petit japonais qui est Jirai. Eux, ils voulaient que, bon, bah, c'est normal, en même temps, c'est la revanche. Hein, ils voulaient que je me fasse casser la gueule. Enfin, voilà. Ils voulaient répondre à l'humiliation par une autre humiliation. Donc, grosse issue avec Jérôme, c'est vrai que au niveau financier, il ne me propose pas grand-chose. Donc, se faire casser la gueule pour rien. Alors, gagner pour rien, bon, ça passe parce qu'on gagne. Mais avoir des... C'est que là, tu savais que t'allais te faire massacrer. Bah ouais, faut être honnête. Hein. Bon, je pouvais... On m'aurait filé un Kenji Arai 2 ou un mec un peu plus fort au bon. Mais là, bon, à un moment, il faut être réaliste. Hein. C'est les prémices du MMA. Hein. Les mecs, ils s'entraînaient en pour 2001, ça, ils savaient exactement ce qu'ils faisaient. Voilà, je suis d'accord. on est en 2001, quoi. Ouais. Donc c'est vraiment les prémices pour tout le monde. Et donc, il me dit, ouais, attends, j'y réfléchis un peu, parce que tu vois, il y a quelqu'un qui est en train de se rapprocher du Pride, il y aura peut-être des trucs à faire, etc. Et ça arrive, comme Jérôme l'avait dit. Et donc là, il y a effectivement, ils sont en train de monter des combats interdisciplines entre le K1 et le Pride. Il propose à Jérôme Le Banner de monter un team de combattants, de MMA. D'accord ? Le problème, c'est que moi, à l'époque, je fais à peu près 75 kilos, je suis monté à 80, après, j'ai pris un peu de poids. Et évidemment, je ne suis pas sollicité parce que je suis trop léger, quoi, parce qu'il n'y a pas trop de combattants connus à ce poids-là. Et donc Jérôme propose des combattants français, donc je n'étais pas celui qui devait combattre en premier au Japon. Voilà, ce n'était pas moi. Le premier qui devait combattre, c'était Fabrice Bernardin, qui est un combattant de kick. Bonjour à Fabrice, excellent combattant de kick et de pancrace, qui a intégré le team à Jérôme aussi. Et donc, on propose à Fabrice de combattre. Jérôme refuse parce que, bon, je me souviens qu'on lui proposait Gary Goodrich. Donc, c'était peut-être un peu hard pour commencer. Puis surtout que Gary Goodrich, c'est un violent, hein, c'est 115 kilos. Donc, bon, Jérôme a dit, Fabrice fait 95 kilos. Bon, c'est un bon boxeur, mais... C'était une certaine époque quand même. Ouais, hein. voilà. C'était, ça, il n'y a pas de règle. C'était qui voulait y aller. Exactement. Voulait, Donc, Jérôme refuse. Et après, on propose à Anthony Rea de combattre contre Wanderlei Silva. Eh ouais, ça c'est. En gros, on lui propose de mourir, quoi. Là, je vous donne les dossiers vraiment que voilà. On propose à Anthony Rea de. Donc c'est pour ça que. Donc, Anthony Rea qui avait un seul combat pro. Non, il avait combattu au Canada, il avait gagné, je crois. Ou deux, trois combats. Il avait deux combats. Deux combats, on lui propose Wanderlei en pleine forme, quoi. Alors Anthony, bon, on le connaît, Anthony, c'est une paire de couilles. Hein. Il dit pas de problème, je le fais. Hein. Ah, je ne sais pas qui est cet homme. Mais Anthony Rea. Voilà, je lui transmettrai tout mon respect. Voilà, Anthony qui est un des meilleurs combattants français de sa génération, 90 kilos. Et il y a été. Alors ça s'est pas fait non plus parce que cette fois, c'est Wanderlei qui a refusé parce que Wanderlei a dit mais moi je veux pas prendre un mec inconnu quoi. Alors, mais il y aurait été. Ouais, bien sûr qu'il y aurait été. Et puis bon, il était préparé, entraîné, bon à 95 kilos, enfin un peu moins, bref, il était affûté, donc oui, il y aurait été. Donc voilà, non, ce n'est pas Gilles Arsène qui devait combattre en premier. Voilà, maintenant les gens le savent. Et donc, et Sakuraba. Ah, il y a Sakuraba. Ouais, un nom. Et donc à ce moment-là, les Japonais, ils aiment bien l'histoire qui est entre moi et Jérôme. Enfin, entre Jérôme et moi, pardon. C'est parce que c'est vrai qu'on a, pour les Japonais, on a des petits traits de ressemblance. On a un petit peu la même tête, il y a un petit truc. Donc ils se disent, bon, on dirait un petit peu un petit Jérôme, enfin. Il y a un truc qui se fait comme ça, parce que je vais souvent au Japon avec lui. Donc voilà, il y a les fans, il y a tout ça, voilà. Donc il y a une histoire. Et puis à ce moment-là, on part au Japon, donc Jérôme avait un combat, il gagne, et puis bon, avec Jérôme, c'était un vent de folie, hein. C'était une folie permanente avec Jérôme. Voilà, on sent que t'as fait la fête. Ouais, évidemment. C'est depuis tout à l'heure, je regarde, ça frise ici. Mais bien sûr, je fais la fête. On n'a qu'une vie, mon ami. Mais c'est quand tu t'entraînes toute la journée. C'est sûr. Tu combats, tu voyages, mais t'en as rien à foutre de tout. Enfin, tu vis, quoi, c'est tout. C'est des belles années. Bien sûr que c'est des belles années, c'est les plus belles. Et puis puis on est fou. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite, quoi. On se dit, vas-y, on croque la vie à pleines dents. Et on laisse, et c'est un privilège en plus, bien sûr. C'est pour ça qu'il y avait tellement de jaloux, de rageux. Ouais, pourquoi lui, pourquoi ceci ? Parce que oui, on s'est amusé.
Et donc, bref, on va là-bas. Et puis, donc, à une fin de. Ouais. Alors, le lendemain du combat, il y a une grosse conférence de presse par rapport au Pride versus K1. Et là, en fait, Jérôme prend la parole et dit écoute, on lui parle de Sakuraba, qui est quand même la star des stars du Pride. Pour resituer, Sakuraba, c'était lui le Gracie Killer, c'est lui C'est ça. Gracie ouais, Hunter. ouais. Gracie Hunter, Ouais, parce il a quand qu'il même- ouais. a réussi à soumettre en MMA, je crois, des Gracie, ou il arrive. C'était Bah, quoi, Il a les- cassé le bras de Renzo. Ouais. Il a. Il a battu Royce, Royler, il a battu Victor Belfort. Il a battu du monde, à ce Donc, moment-là. Ah ouais. Donc, énorme star. Ouais, énorme star. Énorme star. Et donc on parle de Sakuraba à Jérôme. Et Jérôme dit moi j'ai peut-être un combat. Ah bon, vous voulez combattre Sakuraba? Non, pas du tout. Moi je suis peut-être quelqu'un pour lui. Là on est dans un hall d'un grand hôtel à Tokyo. Là il y a à peu près, sans mentir, je sais pas, 100 personnes. Et dont 50 journalistes. Et là c'est le mec là-bas là. Et tout le monde se retourne. Et toi, tu t'es retourné aussi, non? Et c'est moi. Et je dis oh merde. Et Tu savais qu'il allait dire non, ça? mais c'était ça la folie de Jérôme. C'était la folie. C'est-à-dire qu'il alors C'est une folie alors, dangereuse. Là, c'est un peu évidemment, dangereux quand même. le problème, Imagine, c'est que- toi- mais honnêtement, il y avait alors évidemment les gens vont dire oui, c'est pas du tout professionnel. Oui, évidemment que c'était pas du tout professionnel parce que il y avait pas de structure. Enfin, C'est ce c'était que j'allais dire. Qu'est-ce que ça voulait Tu dire sais- à l'époque, le Ouais, professionnalisme dans le et puis MMA? nous, c'était une histoire de potes. Enfin, c'était presque la folie quoi. C'était de la folie amicale. Et lui, il savait que j'étais assez fou pour jouer le jeu. Donc moi, je dis bah ouais, je le prends, pas de problème. Sérieux? Et tu lui en as pas voulu? Tu l'as pas dit, je vais. T'as trouvé ça cool? Enfin, sur le moment, c'était. Je bien. trouvais ça marrant. Ouais. Mais non, il t'a dit là, il a dit aujourd'hui Ouais. soir, pas de problème, amenez-moi. Je lui redemande une deuxième fois si tu le veux bien. Donc alors attention, donc c'est pas fini. Donc là, l'histoire elle commence. Et son manager tout de suite derrière, parce que là, par contre, là, c'est le professionnalisme nous rattrape. C'est quand on parle, après, il faut assumer quoi. Donc là, son manager s'approche et dit bah tiens, justement, ça tombe bien parce qu'il y a Sam Greco, donc combattant du K1, qui a ramené un combattant américain qu'on connaît pas, qui a 0 combat. Ça vous dirait de tourner un peu avec lui pour qu'on vous découvre, pour qu'on voit ce que vous savez Parce faire. que vous avez dit, mais maintenant il va falloir y aller. Voilà, quand même. donc Jérôme il arrive, traduction, moi je dis ouais, pas de problème. Allez hop, demain, pas de problème. Donc le lendemain arrive, et là c'est qui le combattant américain? Bob Sapp. Ça, t'as de la chance, t'es pas tombé sur le meilleur. Ouais. Ça va quand même. Ouais, quelque part. à l'époque, Ah ouais, c'est 160 un monstre. 170 kilos, à l'époque. Ben ouais, Bob Sapp, pour ceux qui connaissent, c'est un espèce de gros monstre. Il vient d'un autre sport, lui, c'est pas ça? Oui, Football oui, américain. Voilà, c'est ça. Et il a fait quelques combats. Bon, il était sérieux parce qu'il était imposant, mais le vrai truc, c'est que c'était surtout pour le show, quoi. C'était pas. Alors, maintenant, évidemment que tout le monde rigole, Bob Sapp, on lui met un coup, il tombe par terre. 170, moi j'y vais. Mais- 170 mais- kilos, il faisait 60. il Attention, faisait les 80 gars, kilos. à l'époque, c'était pas le Bob Sapp de maintenant. Oui, oui, voilà. C'est Bob Sapp qui a tenu tête à Nogueira, qui a failli le battre, qui a battu 2 fois Ernest Houst. C'est pas le même, hein. C'est un D'accord. monstre. C'est un monstre qui est pas technique, mais qui te secoue pendant un round ou deux. Donc attention, Donc, c'est pas. Il faisait en gros 100 kilos de plus que toi. Il faisait le double de moi. Moi, je faisais 85 kilos. Il faisait le double. Donc, Ok. alors, je vous le dis, hein, donc hall d'hôtel, on le voit, Jérôme s'énerve. Par contre, il dit mais c'est quoi cette connerie? Le mec il est plus gros que moi, vous êtes taré. Donc il s'énerve et ils font non, vous inquiétez pas, non, on a un problème. Il fait non, c'est bon, c'est juste un entraînement, c'est comme ça pour voir ce qu'il sait faire. Il y a pas de coup, il y a rien. Ils vont lutter quoi. Et Jérôme fait ouais, mais quand même lutter. Il me voit, il le voit. Lutter. Bon, moi je dis à Jérôme, vas-y, on s'en fout, à l'attaque. Donc on va dans la salle c'était la salle de Ishii, l'organisateur du K1, sa salle d'entraînement. Donc là il y a Pascal Igliki, il y a les journalistes japonais qui prennent des photos, etc. Et donc moi je me retrouve avec Bob Sapp. Mais t'as conscience quand même que c'était n'importe quoi quand même. T'en as conscience là aujourd'hui. Oui, mais n'importe quoi, oui et non. Pourquoi oui et non? Parce qu'à l'époque, encore une fois, le MMA c'était un peu rock'n'roll. Et c'est ça que j'ai. Non, mais c'est ça Ouais, que mais- je dis, pas toi et lui, vos décisions. Mais cette espèce d'organisation et tout. Là, en l'occurrence, l'univers du MMA, là aujourd'hui, t'es prof, tu vois évoluer Évidemment, des gens. mais évidemment. C'est safe aujourd'hui, tu te rends compte que c'était n'importe Oui, quoi. mais bon, quand en même même. temps, c'était comme ça. Les MMA, c'était des opportunités à prendre. Moi, j'avais la chance, parce que moi, évidemment que j'étais chanceux. Beaucoup de Français m'en ont voulu. Ouais, lui, il était au Pride, pas nous. Bref, parce que j'ai eu la chance de rencontrer Jérôme, d'être passé par ce cursus. Peut-être que si j'avais combattu avec Anthony au Canada, Ouais, c'est sûr. peut-être que j'aurais eu un combat au Canada ou en Angleterre s'il n'y avait rien. Enfin voilà. Moi, j'ai juste profité d'opportunités qui se présentaient. Bon, Et et j'ai donc, pas- et j'ai- raconte, dis-nous, alors, qu'est-ce qui s'est Donc passé on lutte quand même une demi-heure. Donc lui, bon, pas technique du tout, mais par contre un animal, quoi, un monstre, un truc, c'est pas possible, quoi.
c'est que moi d'entrée, je me suis assis parce que évidemment, garde papillon, enfin bon, pour Tu ceux t'es qui dit, connaissent, je suis brésilien, je on va voir m'assois, ce que je ça pousse donne, la voilà, tête, bien sûr, ouais. dès qu'il avance, je le repousse avec les pieds, enfin j'ai que les jambes face à lui. Donc lui, heureusement qu'il connaît pas grand chose, parce que lui il force, mais il n'y Tu arrive aurais pu pas. te casser les jambes juste en Exactement. retombant. Hein. Mais il avait une force de taré. Mais ce qui m'a plus impressionné, c'est qu'il a duré en fait. C'est ça. C'est qu'on a quand même lutté plus de 20 minutes. Et le mec était pas fatigué. Et je dis putain, c'est pas, il marche à quoi ce mec-là? C'est pas possible. Et ses bras, c'était mes cuisses, vraiment. Surtout à l'époque. Hein. Et dès qu'il m'attrapait, bon, heureusement, j'avais les jambes. Parce que dès qu'il commençait à m'attraper, je le repoussais avec le tibia dans le biceps. Enfin bon, je lui dessus, quoi. Parce que je voulais pas que si jamais il me passe, c'est foutu. Il me casse en deux. Il me brise, quoi. Parce qu'il y a trop de poids. Donc en fait c'était un combat, bon voilà, lui il forçait, moi je défendais, on bloquait, bon, ça a duré. Chiant, quoi. Ouais, mais bon les Japonais ils étaient contents, parce qu'ils aiment bien les combats de monstres. Ils se sont dit c'est rigolo le combat qu'on a vu quoi. Donc ils se sont dit ok c'est bon, il est sympa ton pote, ok on valide. Donc bah, l'histoire se passe comme ça. Et puis donc je devais combattre Sakuraba au Pride Dynamite, en même temps que Jérôme. Sakuraba refuse, parce que Sakuraba estime que je suis personne, qu'il n'y a pas de combat de personne. Et donc, évidemment, il préfère une star de K1 que moi. Donc, il prend Mirko. Mauvais choix parce qu'il perd en plus. Crocop. Ouais. Il perd contre Mirko. En plus, il se fait blesser. Moi, malheureusement, entre-temps, je me blesse chez Jérôme. Je me casse la clavicule en tombant. Et donc là, bon, clavicule cassée, j'ai un appareil qui me maintient les épaules, un harnais qui me maintient l'épaule en arrière. Je pars avec Jérôme quand même, l'accompagner en avion avec ça pour c'est les qualifications du K1. Il les gagne. Sur place, je suis ausculté par les docteurs parce que j'ai mal à l'épaule. Donc, et puis, bon, donc eux, ils constatent effectivement que j'ai une fracture de la clavicule qui est pas ressoudée. Et 2 semaines après, ils appellent Jérôme. Bon, bah, finalement, Sakuraba, il veut pas qu'on rentre contre lui. À cause de la clavicule cassée. Non, mais simplement que comme il avait perdu contre Crocop, il voulait repartir tout de suite, quoi. Bah voilà, il voulait parce qu'en fait, c'était les adieux de Takada. Et donc, comme Sakuraba était blessé, enfin, de ce que je sais, hein, le docteur ne voulait pas qu'il combatte, d'accord. Et donc il a insisté parce que c'était les yeux de Takada, son manager, donc il fallait qu'il combatte. Et ils ont dit écoutez, trouvez-nous le plus mauvais des mauvais, enfin un truc, voilà, une méduse. Même blessé, même un cheval voilà. Blessé, on s'en fout. Voilà. Et donc il pense à moi. Et il se dit mais tiens, le petit là. Voilà. Exactement. Ça s'est passé comme ça l'histoire. Et ils disent bon bah allez, rappelez-le celui-là là, etc. Bon. Alors je savais pas s'il savait que j'étais blessé ou pas, bref. Donc Jérôme refuse au début parce qu'il sait que je suis en convalescence. Donc il dit mais ça veut rien dire, c'est n'importe quoi. Mais il me dit écoute, je te le dis quand même. Voilà, on m'a proposé un combat, mais moi je suis pas d'accord vu ton état. Et moi, là, je pars en guerre, j'insulte presque Jérôme. Ouais, mais comment tu peux refuser? Mais c'est la chance de ma vie. Enfin moi, par contre, réaction d'amateur totale. Le con, quoi. Le gamin, quoi. L'enfant. Voilà, l'enfant. Eh non, t'as pas le droit de faire ça, moi je veux combattre. Hein. Et Jérôme, comme c'est mon ami, il dit écoute Gilles, non mais quand même, c'est ridicule. Déjà en temps normal, bon t'es courageux, mais c'est Sakuraba, tu vois. Donc là, en plus t'es dans cet état-là, ça va durer 10 secondes, quoi. C'est ridicule, ça m'intéresse pas, tu vas te blesser plus. Et là, j'insiste. Et puis à la fin, il cède, il dit oh, écoute, ok, vas-y, tu veux faire ton combat, tu le fais. Et je le fais. Et tu te retrouves donc sur le ring du Pride, alors, au milieu d'un stade japonais avec voilà, toute cette ambiance de dingue, cette pour la petite histoire, la télé, 2 ans avant, exactement en 2000, j'assistais au Pride au Tokyo Dome et du combat entre Royce Gracie et Sakuraba, le fameux combat d'1 heure et demie. Donc ça veut dire que 2 ans plus tard, j'allais me retrouver contre Sakuraba au même endroit, mais je le savais pas. Donc là, c'est complètement dingue. Ouais. Donc là, j'arrive. Jérôme part pas avec moi parce que lui il devait combattre au final du K1 genre un mois après. Ouais. Donc moi je voulais pas qu'il m'accompagne pour. Puis comme je savais que j'allais faire de la merde aussi, parce que moi je suis parti en mode convalescent. Hein, j'étais. Même là, je suis mieux préparé que j'étais à cette époque-là. Bah, moi j'avais la clavicule qui était à peine ressoudée. On m'avait retiré le harnais la semaine d'avant, donc elle était un peu endolorie. Je tournais un peu avec des élèves légers, parce que sinon ça s'enflammait, quoi, parce que c'était pas encore vraiment soudé. Mais bon, histoire d'avoir quand même un petit peu des mouvements. Je pars avec mon prof de jiu-jitsu que j'appelle en urgence, qui me rejoint. Et bon, bah comme on dit, pour limiter la casse. Mais là, oui, je suis très mauvais dans ma démarche, dans le sens où je fais exactement tout ce qu'il faut pas faire. Exactement. En fait. Alors que ça devait être un combat pro, même si c'était un combat de l'impossible, j'aurais dû me préparer psychologiquement. Bref, moi, je pars là-bas un peu en catastrophe, n'importe comment.
Et puis, quand j'arrive au Japon, je prends conscience de l'erreur, hein, parce que là, je m'aperçois que tout le monde m'attend. Et puis que c'est énorme. Ouais. Et puis qu'il y a la pression. Je vois les combattants du joueur, Vanderlei Silva, Nogueira. L'autre anecdote, c'est qu'on était assis comme ça avec les officiels avant le tournoi, 2 jours avant. Ils nous disaient, oui, là, voilà, en anglais, voilà, vous êtes ici parce que vous êtes les meilleurs combattants du monde. Avec sa clavicule cassée. Voilà. Et moi, je me dis, oups, il y a un intrus. Je dis merde. Et là, il y a Fedor, il y a Nogueira, il y a Vanderlei, bref, il y a ces gens-là. Hein. Et il y a Gilles Arsène. Et Gilles Papa, Arsène. papa. Donc je me dis voilà, non, c'est l'imposture quoi, tu vois, c'est Mais tu te rigolo. rends compte quand même là que t'écris l'histoire du MMA français, on va dire. Bah écrit non parce que Si, après d'une certaine si- manière, hein, si on va j'ai- pas se mentir. si Mais, j'avais tu te pris rends compte conscience, si j'avais pris conscience de ça, je l'aurais pas fait. Voilà, je l'aurais pas fait. Attendu. Voilà, donc c'est là que je prends conscience peut-être de mon erreur un peu plus. Et malheureusement, il m'arrive, voilà, c'est toujours le même problème, c'est que c'est un peu comme dans les films, hein, c'est que tu te dis bon, c'est la merde, mais tu vas donner meilleur de toi-même, tu vas dire. Bien sûr. Ou alors l'inverse, et c'est l'inverse qui est arrivé. C'est que bon, le combat arrive, moi je suis un peu. Et là tu te sens, tu tombes de plus en Ah plus. ouais, c'est-à-dire que c'est sûr. je me dis, Jacques Robin, je le vois pas. En fait, le seul moment où je l'ai vu, c'est sur le ring. Donc au début, je suis là, ouais, j'y allais, je vais rentrer dedans, la guerre et tout. Nanana. Et puis bon, t'as quand même à peu près 60 000. Et tu te détends au fur et à mesure du temps que t'arrives, tu te ramollis, Non, on va c'est dire. pas ça, mais bon. Là, tu es liquide en arrivant. je vois les mecs qui partent combattre, les Qui stars, reviennent quoi. abîmés et tout. Et qui reviennent comme ça. Moi, je suis là et je me dis, bon, ok, you're the next main event. Ok, je suis là, ok. Alors, je commence à m'échauffer. Ah, parce que c'était le main event. Ouais. Oh. Ouais. Et je vois Fedor qui éclate la tête à IT Ring. Enfin, il y avait du son partout sur le ring. Je me dis, bon. Et puis en fait, c'est bizarre parce que bon, je me dis, bon, de toute façon, j'y vais, quoi. Mais bon, voilà, je me sens beaucoup moins sûr de moi. Enfin, sûr de moi, je dirais, beaucoup moins fou. Et là, Gilles Arsène. Et là, et là, en fait, j'arrive devant. Alors déjà, je traverse, donc je vois la foule, 60 000 personnes. Avec la. Comment elle s'appelle, la speakeuse japonaise, Ouais, là, je m'en très souviens connue, plus. qui hurle et tout. Ouais, c'est ça. Et donc là, c'est quand même 60 000 personnes c'est un silence, hein, parce que moi, je suis rien, moi. Donc là, je me dis, là, j'ai 61 000 Japonais contre moi, quoi. Pour le coup, ils huent pas, les Japonais. Non, ils disaient rien. Voilà. Il y a un silence, quoi. Et donc, il y a tout ça, il y a toute cette pression. Et à ce moment-là, je fais l'erreur qu'il ne faut pas commettre. C'est qu'évidemment, j'aurais dû être fou, j'aurais dû faire le fou, en fait. Et rentrer dedans, vas-y, rien à perdre. Même 1 minute, c'est pas grave. Et c'est l'inverse qui se produit, c'est que je me mets à réfléchir, à cogiter. Ouais. J'arrive sur le ring, je le vois en vrai. Et là, je me dis, merde, mais il est balèze, en fait. Parce que dans ma tête, je me dis, ça court en bas, c'est C'est un petit un japonais, quoi. technicien. Et là, je vois le mec, il est un peu plus grand que moi, et grosses jambes, grosses cuisses. Et là, je le vois, il me regarde, et je me dis, waouh. Et là, je commence vraiment à me dire, j'ai fait une connerie. Et puis, je pense à mon épaule, je me dis, mais je pourrais même pas forcer. En fait, je pourrais même pas faire le fou, quoi. Tu te dis aussi que c'est. Ouais. Qu'il est un peu tard maintenant pour Ouais, faire puis en fait, demi-tour. il y a tout qui se bouscule dans ma tête, quoi. T'as eu envie de te retourner, de dire on Non, laisse tomber. je suis pas à ce point-là, quand même. Non, mais j'ai. Ouais, enfin, je veux dire, Non, ça aurait pas été incroyable, c'est ça que je veux dire. Non, c'est trop tard, j'y allais. Et puis voilà, donc puis le combat commence. Bon, je boxe un peu avec lui, il me regarde. Je sais pas trop d'où ça va partir. C'est bizarre de le voir. En fait, c'est très étrange. C'est un peu, on passe du monde virtuel au monde réel, quoi. C'est que je le vois bouger devant moi, mais en vrai, quoi. Et puis donc tout ce qu'il fait, c'est un petit peu multiplié dans ma tête. C'est que dès qu'il fait un coup de pied ou quoi que ce soit, j'ai l'impression que c'est plus fort que ça l'est, quoi. Puis moi je cogite, mais comment je peux faire contre lui, mon pied-point, attends, si Belfort il est pas arrivé, moi qu'est-ce que je vais faire? Enfin voilà, en fait, je pense constamment. Et à un moment donné, il m'envoie une droite, il me fait mal, il me pique. Et puis je sais pas, je panique. Puis je baisse la tête, mais comme un débutant en boxe, quoi, ce que je fais jamais. Et là, je baisse ma tête. Rani me dit, mais vas-y, qu'est-ce que tu fais? Relève la tête. Et je panique. Alors je me dis, qu'est-ce que je fais? Je vais au sol. Ouais, mais au sol, c'est Sakuraba, il va me tuer. Ouais, mais si je me redresse, il va me mettre un équipe pleine tête. Enfin, Tu cogites, quoi. je cogite complètement. Enfin, je perds les... Et donc, je me mets par terre. Je me dis, bon, je vais au sol. Donc lui, il se met dans la garde, il rigole, quoi. Genre, ok, vas-y, mets-toi au sol si tu veux, quoi. T'es pas Roller Gracie ou Rose Gracie, quoi. Et donc, il me passe. Et donc là, il me prend en contrôle. Manque de peau, il me prend en contrôle sur la gauche. Ou Sur sur l'épaule. l'épaule, t'as Voilà. mal, ouais. Donc, je peux pas pousser en force. C'est-à-dire, je peux pas passer le bras sous la hanche pour essayer de ponter. Donc, je suis obligé de... En fait, je subis, quoi.
Je subis au sol. Mhm. Lui, il a le genou qui est un peu abîmé, parce qu'il est bandé, son genou. Donc on sent aussi que bon, voilà, il a peut-être envie que ça se passe vite au sol. Parce que je pense que son game plan, c'était de me foutre par terre, de me soumettre en 2 minutes et rentrer chez lui, quoi. Et donc, il commence à. Bon, il joue un peu avec moi parce qu'il voit que j'ai pas de niveau, quoi. Et donc, il m'attaque, il me réattaque. Et puis, bon, là, malgré tout, j'arrive quand même à survivre. C'est-à-dire qu'il me fait les attaques et puis je dis, ah, c'est marrant parce que techniquement, je le vois arriver. Bah, moi, comme je suis en mode défensif complètement, donc j'ai tout le temps de réfléchir à ce qu'il va faire. Moi, je pense même plus à essayer de sortir, à recomposer, à reprendre mon demi-garde ou quoi que ce soit. Parce que je subis complètement. Puis lui, il me contrôle aussi constamment, ce qui me maintient au sol. Donc il essaie de me soumettre, il n'y arrive pas parce que j'anticipe tout ce qu'il fait, toutes ses attaques. Il m'a essayé de me feinter en kimura, une clé de nuque, après en baseball choke, etc. Donc j'arrive toujours à anticiper ce qu'il fait. Et lui, il commence un peu à s'énerver parce que bon, au début, il met des tartes dans la gueule pour amuser un peu la galerie, tu vois. Mais à la fin du premier round, il dit bon, on se relève, moi je suis content. J'ai fait de la merde, hein, mais je me dis bon, je suis quand même là, quoi. Il y avait 2 rounds à l'époque, c'était 10 et 5. C'était 10, 5, 5. D'accord. Donc là, j'ai passé 10 minutes au sol. Ok. À prendre des claques. Ouais, de Sakuraba au Japon. Voilà. Mhm. Le deuxième round commence. Radim dit vas-y, maintenant, arrête tes conneries, redresse la tête, boxe-le. En plus, j'ai une bonne gauche. Je dis vas-y, surprends-le avec ta gauche. Il essaie de lui couper la route. Mais moi, en fait, j'y crois pas, quoi, à ce que je fais. Je me dis mais non, Sakuraba, je pourrais pas le surprendre. Et je tape pas aussi fort que Belfort. Enfin voilà, constamment dans ma tête. Je faisais l'inverse de ce qu'il fallait penser, quoi. Je me descendais, je le regardais comme un fan. Et puis le combat recommence. Je fais la même chose que le premier round. Je sais plus ce que je fais, je panique, je tombe par terre. Lui il recommence, il me reprend en contrôle. Enfin c'est le même combat, même round. Là il s'énerve par contre. C'est-à-dire que là il essaie de me... Comme il voit qu'il n'arrive pas à me soumettre, il commence à s'exciter. Donc il commence à mettre... Là c'est plus des claques qu'il me met, c'est des coups de poing. Donc là une avalanche de coups de poing. Moi par contre dans ma tête je me dis bon ok je suis nul mais je taperai pas là-dessus. Il faudra qu'il mette KO, quoi. Donc même quand il me frappe, je lui rends un coup histoire de lui montrer que je suis toujours vivant, quoi. Donc là, et en plus, son coin commence à s'impatienter en disant vas-y, Sakou, c'est bon, on a compris, quoi. Parce que le problème, il est là aussi. C'est que autant moi, je fais un mauvais combat, autant lui, il fait pas un bon combat non plus. Voilà, c'est bon. Donc on lui dit vas-y, soumets-le, il est nul, quoi. Mais il fait pas non plus ce qu'il veut, quoi. Donc moi, toujours pareil, je défends, je mise tout sur la défense. J'arrive à récupérer une fois ou deux en demi-garde. Bon, mais bon, Sakuraba, donc il arrive à me repasser la demi-garde, à me reprendre encore en contrôle. Et troisième round, donc deuxième round passe. Troisième round, je suis toujours là, je suis content. Je me dis, quand même, quoi. Et là, par contre, il me fait mal, c'est-à-dire qu'il m'envoie une droite dans l'œil. Et il me fait vraiment mal à l'œil. Enfin, je me dis, ça y est, il m'a pété un truc. Donc je tombe au sol, je t'ai sonné. Et puis là, en fait, je craque un peu psychologiquement. C'est-à-dire qu'il me passe. Je me laisse un peu passer, hein. Il me prend en clé de bras, mais là je suis déjà plus là. Ouais. Je me dis c'est bon. Rounds, hein, quand même. J'ai assez ramassé. Rounds, hein. Je me dis j'ai assez ramassé. Je me fais soumettre. Enfin il me fait une clé de bras. Bon je le dis, hein, je tape même avant la clé. Enfin je suis dans ma tête, je suis plus là, quoi. Donc lui bon il me dit ok c'est bien. Enfin c'est bien. Je pense pas que je crois pas qu'il peut penser ça, mais bon. Et mais puis, il est poli, quoi. Il est poli. Et puis et puis après il a été moins après par contre. Hein. Et là Jérôme a défendu quand même. Parce qu'après, il a dit, ouais, vraiment, le français, il était nul. Bon, c'est vrai que j'étais nul. Parce que le problème, c'est que ce combat-là, quand tu le prends de l'extérieur, tu te dis, bon, c'est deux combattants pro. Bon, tu vois Gilles Arsène, tu te dis, mais c'est une honte, ce mec, il est nul, quoi. C'est vrai. Mais après, quand tu dis, en fait, voilà, mais bon, c'est un français, le mec, il a un combat au compteur, que j'avais un combat, quand même. Donc, bon, j'étais blessé, puis il y a l'appréhension, il y a la pression. Donc ouais, tu dis, et puis pas ton équipe avec toi. Tu dis, ok, bon, il a été nul, c'est vrai, mais... Enfin voilà, il y a. Mais tu l'as fait. T'es le Français qui a combattu. Alors le problème, c'est que toute ma vie, ce sera est-ce que j'aurais dû le faire ou pas le faire. C'est ça le problème. Et tu te poses encore la question vraiment ? Bien sûr. Tu te dis que t'es pas sûr. C'est marrant, moi, t'as beau raconter l'histoire comme ça, bon, effectivement, ça vaut ce que ça vaut. Moi, je dis, t'aurais regretté toute ta vie de pas l'avoir fait. Enfin, même si c'était une défaite. Aussi, mais j'aurais tellement, parce que bon, à Bercy, ça avait été tellement une surprise. J'étais heureux, et puis là, un an plus tard, ça y est, je suis le mec qui a pris une branlée. Ouais, mais t'étais dans la cour des grands, là, t'étais dans le. Ouais, alors qu'à la base, c'était même pas ton truc, toi, tu t'en fichais. Ouais, mais je crois pas qu'il faut voir ça comme ça. Un combat, ça reste un combat, que ce soit au fond de sa cave ou à l'UFC. Il faut être bon, voilà, t'es bon, t'es pas bon. C'est ça être pro. Il y a encore des mecs dans la rue qui me disent, je me souviens de toi. Mais j'assume, parce que c'est ça être un combattant pro. C'est quand tu t'exposes, quand t'es payé pour ça.
Quand t'es bon, alors tout le monde te dit t'es un héros, t'en profites là. Mais quand t'as été nul, bah il faut, comme on dit, il faut manger son pain noir. Pour le coup, t'assumes, hein, ça c'est clair, on peut Ah pas bah te dire là. j'assume depuis 15 ans quoi. Bon, et puis malheureusement, bon bah les choses sont mal faites dans le sens où je devais recombattre juste après pour faire oublier tout ça. Jérôme a essayé de me sauver en nous expliquant que j'étais blessé, qu'en fait j'étais pas du tout préparé, parce qu'à un moment donné Sakuraba il m'a chambré en disant ouais on verra. Puis Jérôme a répondu en disant mais tu sais Sakuraba, le mec que je t'ai envoyé il avait une clavicule pétée, il avait un combat au compteur. Alors dis donc tu sais moi, et son combat il a duré 10 minutes, pose-toi les bonnes questions quoi. C'est clair. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ok il a été nul. Tu vois c'est comme si combat un mec en jiu-jitsu, ceinture blanche, voilà tu luttes avec lui, tu le domines. Tu le passes 50 fois, mais bon, tu t'arrives pas à le soumettre. Tu pourras dire il est pas bon, mais tu pourras pas dire il a été complètement nul. Parce que C'est sinon, vrai. Ouais, si indéniablement. tu galères à le soumettre, c'est qu'il y a quand même un problème. Carrément. C'est pas qu'il est pas si mauvais que ça. Donc voilà, c'est passé. C'est qu'il y a un J'ai truc, ouais. j'ai pas été bon. J'ai pas, voilà, j'ai donné une mauvaise image. Bon, et c'était trop tard. Et c'est là que j'ai regretté parce que je me suis dit voilà le monde professionnel. Voilà ce que c'est le monde professionnel. Et puis j'ai pas été pro. T'as recombattu en MMA après? Alors le problème c'est que non, puisque D'accord. après comme moi j'étais pas né de Jérôme, donc j'attendais qu'il me retrouve un combat. C'était lui le boss du team. Hein. Ouais. Donc il a essayé. Je pense qu'évidemment ce que j'ai fait ça a pas aidé pour me faire recombattre. En plus le Pride ils sont séparés du K1. Le K1 a créé le Heroes. Donc là je devais combattre au Heroes 2 fois. Manque de peau 2 fois ça a pas abouti parce que ça a mal été managé etc. Bon. Voilà, hein, c'est chacun devant ses responsabilités. Moi, j'étais un peu en dépression parce que suite à ça, les gens ils pensent pas à ce détail, mais bon, suite à la branlée que j'ai pris, moi toute l'année, tous les jours, toutes les nuits, j'y pensais quoi. Ah ouais, si, enfin, moi j'imagine très bien pour le coup. Et donc voilà, donc c'est ouais, j'ai fait une vraie dépression. Ouais, Et et la seule chose que j'avais à faire, c'était recombattre. bien sûr. Et donc je me suis Pour réentraîné à repartir. mort. Et puis j'avais la haine parce que j'avais une haine. Justement, je voulais montrer à tout le monde que non, ce qu'ils avaient vu, c'était pas moi quoi. Enfin, c'était moi, mais pas sérieux quoi, pas bon, pas voilà. Et Et donc t'as fait quoi? Tu t'es remis au Jiu-Jitsu de non, façon... même beaucoup MMA. Je m'entraînais beaucoup avec Beaucoup MMA. Jérôme, parce qu'on était ensemble, quoi. D'accord. Moi j'étais parti vivre là-bas, j'avais un appartement sur place, Au Japon? etc. Non, Ah. où il habite à côté de chez lui. D'accord. Donc voilà, on était vraiment des potes inséparables, quoi. Donc on s'entraînait ensemble, etc., etc. Et donc voilà, et malheureusement, 2 fois ça n'a pas abouti. Donc moi 2 fois j'ai refait une dépression parce que et puis à un moment donné j'ai abandonné, j'ai lâché, j'ai dit bon et puis le compteur il tournait parce que j'étais pas non plus jeune. T'avais quel âge à peu près? Quand j'ai combattu au Pride, j'avais 31 ans. Ah oui. Oui, c'est déjà Donc pas jeune. Ouais. les années passent, 32, 33, 34. Alors à l'époque, avoir 34 ans en MMA, c'est encore différent de maintenant. Il n'y a pas beaucoup de... Je me fâche avec Jérôme, parce que forcément tout ça, ça crée des tensions entre nous. Parce que moi, je lui en veux un peu de ne pas avoir bien managé ma carrière. En même temps, bon, faut toujours en vouloir à quelqu'un, quoi. Hein. Voilà. Ouais. Après, c'est de ma faute. Hein. C'était à moi aussi de me bouger le cul. Bon, bref, donc on s'est séparés. Moi, j'ai continué. Je suis revenu vers le jiu-jitsu. Et puis bon, j'ai recombattu en jiu-jitsu. Grâce à Dieu, ça s'est bien passé pour moi. Parce que j'ai réussi à faire une médaille au Mondial Master en ceinture noire Quelle année? en 2006. D'accord. Donc c'est grâce à cette médaille, et c'était une des premières médailles françaises en Master en ceinture noire. Et donc pour que les gens se rendent compte, sur le podium il y avait Americano, il y avait Fabo Gurgel, enfin bref, voilà. Ouais. Le podium, quand tu vois le podium, t'as compris quoi. Ouais. Donc c'était voilà, mais là c'était pas des tours gratuits que tu fais. Hein. Ouais, t'es pas là juste pour prendre Ah la ouais. photo, vous êtes trois, Ah c'est ouais. facile quoi. Et là c'était les gros masters là. Donc je suis content. Ok. Ah bon. Et donc là c'est vraiment ça qui m'a relancé quoi. C'est cette médaille au master qui a relancé Gilles Arsène. En fait c'est le jiu-jitsu qui m'a relancé, c'est pas le MMA. Et donc depuis t'es prof de Jiu-Jitsu ou tu t'es jamais arrêté en fait? Alors moi le problème c'est que bon après j'ai combattu, en fait je combattais encore il y a 2-3 ans, puis comme j'ai pas mal de soucis vertébraux, dorsaux qui vraiment traînent et puis donc là je suis obligé d'arrêter je peux plus combattre à cause de ça. D'accord. J'ai été opéré du genou, mais c'est surtout les problèmes au dos que j'ai qui viennent récurrents, qui m'empêchent même de m'entraîner à fond comme je le faisais avant. T'as 47 ans, c'est ça que tu dis? Ouais. Ça va. Donc T'as une petite carrière sympathique ouais, quand même. mais sinon je combattrais encore, hein. Si je pouvais je combattrais encore. Ah ouais, vraiment? Ouais. Putain, c'est beau ça. Mm. Ah, c'est beau. Et donc là aujourd'hui, prof au Maccabi, où on est aujourd'hui. Oui, voilà, prof une au belle Maccabi, structure, d'ailleurs. oui, Très, très belle club que structure, j'aime c'est bien. Franck Atia, mon ami, qui est le directeur, qui est famille de karatéka, et Patrick Atia, son père.
Et les Sarfati, Michael Sarfati, qui est un peu mon petit frère aussi, qui donne des cours ici, quoi. Son père Daniel Sarfati. Donc voilà, un club, voilà, souci de karaté au départ, Shotokan. Très famille. Voilà. Très famille. Et puis Alain Zankifo, mon pote de toujours, hein, légende du pied-point, hein, qui est là avec nous, quand c'est de la boxe. Et voilà, donc, alors à côté de ça, bon, bah, je commente l'UFC, pour ceux qui savent, au Luxembourg, avec mon ami, mon compère Antoine Simon, journaliste, la Bible du MMA. C'est vrai. Bon, tu te marres bien à faire ça? Ouais, mais c'est génial. Commentateur, c'est cool. Ouais, c'est bien. C'est bien, puis on prend plaisir. Et puis bon, puis Antoine, je le connais depuis très longtemps, Antoine Simon. Donc, bah, je l'ai connu à l'époque du Pride, etc. Donc voilà, c'est quelqu'un de sympathique, d'intelligent surtout. Et puis bon, moi c'est un petit peu les seuls liens que j'ai maintenant avec le MMA. C'est que je prépare plus de combattants, parce que je l'ai fait, mais je le fais plus. Vraiment, pour moi, le jiu-jitsu, c'est vraiment devenu loisir. J'éduque les gens en plus de la technique. Enfin, j'éduque, si j'ose dire. Ouais, t'es prof, hein. Voilà. Et donc, voilà, j'y mets du cœur. Pour l'UFC, pour le pancras, pour les commentaires, c'est pareil, que je le fais avec plaisir. Enfin, en tout cas, ceux qui m'entendent se rendent compte. J'essaie toujours d'être impartial. Moi, j'ai pas de parti pris. Hein. Moi, je suis Même juste. quand c'est les Français. Je m'en fiche. Moi, Ok, y a pas de... Même quand c'est les Français contre Sakuraba, tout ça. C'est pas grave. Non. Non, mais c'est important. Puis bon, j'essaie toujours de faire une bonne publicité de ce qu'on fait. Parce que voilà, mettre en avant tout ce que les gens ils font au niveau français. Hatch par rapport au pancras, ou les gens par rapport au jiu-jitsu, etc. Enfin, voilà, moi, j'ai pas de parti pris. C'est que moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est positif. C'est qu'est-ce que les gens font. Ouais. Pour leur discipline. Ouais, et puis ils donnent beaucoup dans la MMA. Il faut... Oui, et puis le faut MMA bien c'est prendre autre compte. chose. Et puis avant de passer au MMA, justement, il faut faire tout ce que j'ai pas fait. Hein. C'est-à-dire avoir une belle progression, une bonne progression, commencer petit pour finir grand. Ça c'est important. Alors au niveau du jiu-jitsu maintenant, on va revenir un peu au jiu-jitsu. Tiens, c'est une question que je voulais te poser. Comment tu vois le jiu-jitsu maintenant, toi, avec ton œil d'ancien, de pilier Alors, fondateur? Le jiu-jitsu a bien évolué. Bon, maintenant il y a plusieurs courants qui sont tous intéressants. Hein. Il y a le jiu-jitsu, il y a le Newaza qui est plus proche de la FJDA, de la Fédération de Judo. Bon, c'est pas le jiu-jitsu brésilien originel, donc de certaine manière, bon, on pourrait tiquer, mais moi voilà, c'est comme je dis à mes élèves, écoutez, prenez les licences, allez combattre. Voilà, moi je m'en fous de la politique et du reste. Ce qui compte, c'est la pratique, c'est l'entraînement, la pratique. Après, moi j'aime pas les cravates, donc moi je prendrai parti pour personne. Ce qui compte, c'est que s'il y a une structure qui propose des choses intéressantes, faites-le. C'est tout. Après, il y a FFL, pareil, qui fait des belles choses, hein, puisque je commente aussi certains de leurs événements. C'est sympa. Bon, voilà, c'est tout. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les initiatives. C'est tout. Et puis, il y a la CFJB, présidée par mon ami David Giorsetti. Donc, CFJB qui est rattachée à l'IBJF, qui est la Fédération internationale de jiu-jitsu brésilien. Donc là, Carlos Gracie Junior. Donc, c'est vraiment c'est la grosse structure qui gère le monde. Carrément. Voilà, donc la FCJB rattachée à la FFST au niveau fédéral. Donc la FCJB qui a de plus en plus de clubs, hein, pratiquement 250 maintenant, et puis qui grossit chaque année, beaucoup de licenciés. Il y a des choses à faire, il y a des choses à faire évoluer dans la vie fédérale, tout ça. Moi, je suis le premier à en parler avec David. Hein. Donc il y a beaucoup de gens qui ont critiqué. Bon, donc oui, les critiques sont bonnes. Il faut les écouter, les critiques. En fait, en tout cas, moi, ce que je fais, il faut faire évoluer les choses au niveau des compétitions, au niveau des prix. Qu'est-ce que la confédération propose, etc. Donc c'est anormal. Hein. Les gens, ils vont pas payer des licences pour rien, quoi, pour faire joli, quoi. Bah ouais. Donc voilà, moi, j'essaie d'être positif. Voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est ça. C'est que ce que m'a apporté les voyages, je dirais, c'est parce que le côté rageux et jaloux, c'est très français, je trouve. Hein. C'est plutôt les gens qui bougent pas, qui regardent les autres faire et puis qui critiquent. Moi, je préfère les gens qui font. Parce que généralement, les gens qui font sont positifs. Quitte à se planter. Voilà, mais bon, dans la vie, c'est ça, il faut prendre des risques. Hein. Des fois, on gagne, des fois, on perd. Bon, c'est la vie. Moi, ma trempe. On peut dire que toi, pour le coup, tu l'as fait. Mais ça, on peut oui, dire que c'est mais vraiment bon, ton modo. Parce que exactement. c'est Bon, ce qui j'ai. régit ta vie générale, ce combat-là. Enfin, c'est incroyable si on doit tout réduire à ça. Peut-être que ma défaite au Pride m'a rendu moins con aussi, j'en sais rien psychologiquement. Mais c'est sûr. Mais je me suis remis en question tellement de fois, c'est tellement été difficile que maintenant, justement, par rapport à mes élèves, par rapport à l'évolution des choses, j'essaye que tout le monde aille dans le même sens. Comment tu vois la suite pour toi? Tu te vois être prof de jiu-jitsu jusqu'à 60 ans, je sais pas, continuer à commenter, ou peut-être t'as pas d'idée, hein, je sais pas. J'ai pas d'idée. Bon, moi j'aime bien commenter, hein. Ça, y a ça rien à dire. Je trouve ça sympathique
Bah, en plus, ça va. Puis on l'a vu, t'arrives à parler, on est à 1h30 d'enregistrement, tranquille. Et franchement, on a fait une petite coupure à un moment pour dire on va s'arrêter parce que sinon, je pense qu'on est là pour 3 heures. Mais on fera peut-être un épisode 2. Peut-être. Mais voilà, dans ce qui compte, c'est que le message. Je sais qu'il y a beaucoup de querelles de clochers, mais bon, à un moment donné, faut avancer, quoi. Alors lui, il a dit ça, l'autre, il a dit ça. Moi, je rigole un petit peu quand je vois les petits embrouilles qui se passent au quotidien. Et en plus, il y a un truc où tu dois le voir un petit peu comme un parent verrait une fratrie. C'est quelque part, tu as monté tout ça. Et voir cette espèce de petite guerre, quelque part, tu dois avoir cette espèce de vision du mais les gars, de quoi vous racontez? Moi qui suis là depuis le début, je sais que on peut cohabiter tous ensemble. Alors, moi j'aime pas les donneurs de leçons, donc j'en suis pas un. Sans être un donneur de leçons, mais tout simplement avoir le recul nécessaire et se dire ça doit être incroyable de voir des gens se battre aujourd'hui pour un fonctionnement, alors que c'est toi qui l'as amené. Ouais, mais chacun a eu son histoire. D'accord, avec ses victoires, ses défaites, etc. Que ce soit MMA ou Jiu-Jitsu. Bon, ok. Alors, moi, finalement, c'est pas trop les personnes qui m'intéressent, c'est tout ce qu'elles ont véhiculé. Ce qui m'intéresse, c'est le positif. C'est les gens, c'est découvrir des combattants. Moi, quand je commente le Pancras de Hatch, moi, ce qui nous ferait plaisir, en moi et Antoine, c'est de voir tous ces jeunes combattants qu'on voit évoluer au fil des tournois. Et on se dit, tiens, celui-là, peut-être qu'un jour, il fera du MMA, peut-être qu'il sera. C'est fantastique. Parce qu'on les voit grandir. Et puis, bon, après, quand il y a des combattants professionnels qui, pareil, se dire, ouais, peut-être qu'il va aller au Bellator, peut-être qu'il va aller à l'UFC. Donc, c'est ça le plus important. Bref. Et Jiu-Jitsu, c'est pareil, parce que moi, une grande fierté pour Jiu-Jitsu, c'est de voir le niveau qu'il y a maintenant en France, qui est vraiment fort. C'est vraiment fort. Mais c'est incroyable. Moi, c'est pas comparable au championnat d'Europe, on l'a vu. Mais bien sûr. Français, mais on est là, quoi. C'est incroyable. En 10 ans, il y a eu vraiment le niveau, il a doublé en 10 ans. Mais c'est fantastique. Et moi, je suis très fier de tous ces gens-là. Et ils savent que je le pense vraiment. C'est-à-dire que, bon, qu'il y ait des types qui ne me connaissent pas, c'est normal. Les mecs à 20 ans, ils vont dire c'est qui Gilles Larsen. Mais ça s'appelle la vie aussi. Chacun son tour. Moi, j'étais, entre guillemets, célèbre dans les arts martiaux il y a 15 ans. Bon, maintenant, c'est Papy Gilou, quoi. Tu vois, mais non, mais... On peut t'appeler Papy Gilou, alors en allant maintenant. Non, mais bon, il faut arrêter avec l'ego, quoi. Moi, ça me fatigue, ça. De absolument se dire moi, c'est bon. Non, bon, chacun son tour. Notre travail à nous, c'est justement mettre en avant ces gens-là. Alors si je fais des commentaires, c'est justement pour parler de ces gens-là, de tous ces Français qui ont un niveau vraiment fort que nous on n'aura jamais et qui maintenant peuvent égaler les Brésiliens, peuvent les battre aussi en ceinture bleue, violette, marron, noire. C'est ça le plus important. Et quelle fierté quand on voit un Français avec un niveau technique d'un Brésilien qui évolue en compétition, et de se dire, le mec, il est français, quoi. Carrément. Et puis voilà, c'est nous. Voilà. Donc là, il y a une fierté, quoi. Et on se dit, le prof, il a eu un prof. Et le prof, il a un autre prof. Bref, c'est une évolution. Et donc, j'essaye vraiment de battre avec ça. Et ce qui manque maintenant, peut-être, au JB français, c'est... Parfois, c'est la vision que j'ai. Voilà, il faudrait un petit côté un petit peu plus... éthique et martial dans tout ça, quoi. Parce que le niveau technique est bon, mais parfois la forme, laisse à désirer, quoi. Ça part un peu dans tous les sens des fois. Il faudrait vraiment que, voilà, les combattants, ils ont leurs égos, etc. Ça peut se comprendre, la jeunesse, mais il faut rester martial. Il faut rester élégant pour moi, quoi. Là, on peut être fort, mais être élégant. Enfin, dans la manière de se comporter, parce que, comme je dis toujours, quand on voit un élève, on voit le prof. Donc c'est pour ça que les professeurs, c'est délicat ce qu'ils font. L'enseignement, c'est très délicat. C'est pas juste transmettre les techniques. Non, c'est pas ça l'enseignement. Transmettre les techniques, n'importe quel type qui a un cerveau arrive à le faire. Non, c'est à travers ces techniques, à faire grandir des gens, les aider à arriver à maturité. C'est ça le plus important pour moi être professeur. Moi, ma fierté à moi, c'est pas le niveau de mes élèves, ça je m'en fiche. C'est de se dire que mes plus anciens élèves, c'est de voir les hommes qui sont devenus. Ça, ma fierté. Et je crois qu'on va terminer sur cette magnifique conclusion. Merci beaucoup Gilles Larsen pour ce moment passé. Franchement, l'histoire était vraiment extraordinaire, c'était vraiment cool. Ok. Je suis hyper content, je suis très très content, vraiment. Ça me fait hyper plaisir. J'ai passé un bon moment et j'espère que tout le monde a nous écouté aussi. Mais vraiment, j'ai découvert quelqu'un. Je suis ravi. Merci beaucoup. Alors, on peut parler un petit peu des marques aussi, je pense. Je sais pas, tu veux parler de quoi ? Des marques un petit peu, parce que faut oublier ça, hein, c'est tous ces gens qui ont participé aussi au Jiu-Jitsu et au MMA. Vas-y, on t'écoute. Il y a eu des marques, moi je m'en souviens, c'était Bad Boy au tout début.
Bad Boy, qui a été mené par Manuel Beribi et Jean Bukovensky. C'était dans les années 2000. Hein. Bad Boy, qui a sponsorisé Jérôme Le Banner. Mais c'était français. Alors, Bad Boy à la base c'est américain, c'est pas français, mais ça a été distribué en France. Donc par deux combattants de Jiu-Jitsu, Emmanuel Beribi et Jean Bukovensky à Carcassonne, qui ont distribué Bad Boy, et Jérôme Le Banner et moi-même ont été sponsorisés quelques années par Bad Boy. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc après, il y a eu d'autres marques. Mais là, je parle vraiment des marques importantes. Bon, évidemment, il y a Venom, Jean-François Bandet, c'est marrant. Pour toi, ça fait partie de l'évolution d'un sport, les marques. Évidemment que ça en fait partie. C'est très intéressant. Oui, parce que évidemment, pour nous, c'est des trucs anecdotiques. Bad Boy, au début, ça a été un peu les origines de l'arrivée du MMA. Bad Boy, on s'en souvient, c'est les shorts de Victor Belfort. En jiu-jitsu, c'était les kimonos de Walid Ismail. C'est ça, Bad Boy. Donc ça fait Bad Boy, c'est un petit peu la marque des années 90. Et maintenant, une marque qui se remet au goût du jour avec Thomas, donc qui est un des cofondateurs de Bad Boy pour la France. Donc je suis un petit peu, et si je peux l'aider d'ailleurs, parce que justement, comme moi-même j'ai été sponsor par Bad Boy, si je peux aider à la renaissance, de résurgence de Bad Boy, ce serait fantastique. Et puis il y a Venom évidemment. Venom pour moi c'est la seconde génération. C'est-à-dire que Venom, l'explosion des shorts de Venom, c'est les années 2003, 2004. C'est très rigolo parce que t'en parles comme si c'était des gens, par exemple Bad Boy plus que Venom, parce que on en parle presque avec de la nostalgie. C'est oui, parce que derrière ces marques il y a des gens. Bien compris. Non, c'est vrai. Moi, derrière Bad Boy, il y a Manu et Jean-Jacques. Derrière Venom, il y a Jean-François Bandet et Franck Dupuis. Bon, voilà, c'est des gens que j'ai pu aider, qui m'ont aidé aussi. Donc voilà, il y a eu un échange de part et d'autre. Donc oui, c'est pour ça que je veux parler des marques, parce que les marques, c'est d'abord des passions et d'abord des personnes. C'est ça, c'est pas seulement du sponsoring, ça fait partie de l'art, toutes ces marques. On en sait quelque chose, Jérémy et moi, pour le coup. Hein. Je suis vraiment content. Merci beaucoup Gilles Arsène, merci beaucoup Jérémy. Merci beaucoup Adrien, merci beaucoup Gilles, vraiment. Avec plaisir. Très heureux. J'espère que j'ai pas dit trop de conneries. Je pense que c'était parfait. Bon, si j'ai oublié des gens, encore une fois, pardon, 1000 pardons à ceux que j'ai oubliés. Hein, mais bon, justement, je suis un peu vieux, donc parfois... Puis pour les conneries... On sait que t'as pris des coups dans la tête quand même. On va pas se mentir. Bon, t'es pardonné. Allez, ciao à tous.